Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bienvenue dans les matins d'Aïssa, c'est reparti pour un tour avec de belles histoires à raconter, des histoires passionnantes d'entrepreneurs qui sont ici en diaspora. Nous recevons également ceux qui sont sur le continent de passage à Paris. Nous accueillons les créatifs, les artistes, les personnes inspirées par l'Afrique et qui ont des histoires passionnantes à nous raconter, beaucoup de savoir-faire, du génie. Vous le savez, depuis le début de cette émission, on est toujours à la découverte de belles pépites et de belles histoires à raconter dans cette émission. Les matins d'Aïssa, c'est du lundi au vendredi de 10h à midi sur le bouquet africain. Vous nous suivez via Free, Bouygues et Orange, donc si vous êtes câblés. Et vous nous retrouvez également sur notre chaîne YouTube. Notre première invitée nous rejoint dans un instant. Nous accueillerons tout à l'heure Zénab Barry-Sapin. Elle est entrepreneur et la fondatrice de Mama Sango. C'est une marque de produits à base de karité premium. Elle a créé Mama Sango pour promouvoir le vrai beurre de karité de Guinée et assurer aussi un revenu juste aux femmes productrices puisqu'elle travaille avec des collectivités de femmes, un beurre de karité premium, équitable, avec un certain sens de l'éthique. En tout cas, c'est comme ça qu'elle conçoit son entreprise. Nous en parlerons plus profondément avec elle. De passage à Paris, dans le cadre de Africana aux Galeries Lafayette, la figure emblématique du pain tissé au Sénégal, nous accueillerons Collé Ardo-So, de passage à Paris. Elle est la styliste des Premières Dames et elle nous racontera un petit peu son histoire et nous parlera de sa présence aux côtés de nombreux stylistes et créateurs designers africains aux Galeries Lafayette, présents jusqu'au 8 juillet prochain. Et ça se passe à la Coupole au 3e étage. On accueille avant cela notre première invitée de la matinée. Les matins d'Aïssa sur Espace. Allons-y, accueillons à présent Tombé Camara. Elle aide les femmes à relever sereinement les défis du quotidien grâce notamment à de la médecine alternative à travers la cupping thérapie, mais aussi la sophrologie. Elle nous en parle dans un instant. Elle est venue nous parler de son actualité à travers Oasis Sérénité by Essentiaux. Il s'agit d'un voyage thérapeutique et immersif qui s'adresse aux femmes, un voyage en Mauritanie, une retraite pour se retrouver. On en parle plus en détail avec elle. Merci de vous rapprocher un petit peu du micro. Je suis très heureuse de vous accueillir pour parler justement de ce que vous proposez. Vous êtes à la tête d'un cabinet, le cabinet Essentiaux. Oui, c'est bien cela. Et... Les matins d'Aïssa sur Espace. Et surtout, merci de votre patience et de votre compréhension, Tombé Camara. Alors, vous aidez, je le disais tout à l'heure, les femmes à relever sereinement les défis du quotidien. Ça reste pas facile entre vie professionnelle, vie familiale et tout ce que ça engendre. Pas évident de gérer ses émotions dans ces contexte. Vous proposez donc dans ce sens des médecines alternatives à travers la cupping thérapie, mais aussi la sophrologie. On dira un petit peu de quoi il s'agit aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Vous êtes venu nous parler de votre actualité puisque vous proposez des activités et notamment une retraite pour se retrouver. Ça s'appelle Oasis Sérénité by Essentiaux. Essentiaux, c'est le nom également de votre cabinet. Alors, il s'agit d'un voyage thérapeutique et immersif pour femmes en Mauritanie. Alors là, maintenant, je vous laisse en dire un petit peu plus. Présentez-nous d'abord le cabinet Essentiaux. Quelle est sa genèse? Quelle est son histoire? À partir de quel moment avez-vous décidé de le mettre en place? Oui, merci Aïssata de m'accueillir ici. Alors je disais juste avant que en fait je suis infirmière de métier, donc je suis infirmière depuis 20 ans. Et en fait c'est vraiment mon parcours, mon expérience qui m'est amenée en fait à créer Essentiaux. En fait, je pense que comme beaucoup, le Covid a été vraiment quelque chose d'assez, on va dire, percutant. Et en fait, il y a eu un moment, vraiment au début du Covid, parce que je travaillais en dialyse, donc c'est un service vraiment très pointu, où nos patients sont très fragilisés. Donc du coup,
on avait tous un peu la peur de l'attraper, mais pas tellement pour nous, mais de le transmettre à nos patients fragilisés ou à notre famille, parce que c'est vrai que le Covid, surtout la première vague, elle a touché aussi bien les jeunes que les plus âgés. Et en fait, inconsciemment, j'ai somatisé la maladie alors que j'avais aucun signe. J'ai fait une sérologie, j'avais rien du tout. Et je me suis arrêtée pendant 1 mois tellement j'étais pas bien. Et ce qui m'a permis vraiment de reprendre. Surtout au début de la maladie où on se posait beaucoup de questions. Exactement, on savait pas trop à quoi on avait affaire. Ouais. C'était assez, on va dire, bizarre. On était un peu dans le flou. Ouais. Et c'est vrai qu'on a eu vraiment beaucoup de pression, voilà, tout ce qui est règles d'hygiène, etc. Donc on était beaucoup, franchement, le stress, on avait eu vraiment beaucoup de mal à le gérer. Ouais. Et j'ai été arrêtée pendant 1 mois. Et c'est là, en fait, que je rencontre la sophrologie où ça m'a permis vraiment de m'apaiser. Et quand j'ai vu les bienfaits que ça a procuré sur moi, je me suis dit non, il faut que je me forme. Donc, je me suis formée à la sophrologie. Et en fait, à la fin de ma formation, tout de suite, je crée Essentiaux. Et il faut savoir aussi par avant, c'est vrai que Essentiaux, c'est un cabinet de santé bien-être. Ouais. Donc, j'accompagne en sophrologie, mais je fais également de la cupping thérapie. Ouais. Et la cupping thérapie, c'était bien avant, en 2019, parce qu'en fait, j'ai une fille qui est en situation de handicap, qui a 12 ans aujourd'hui, et depuis l'âge de ses 5 ans, elle fait de la cupping thérapie, et ça lui a permis en fait d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus attentionnée. Parce qu'en fait, son attention, avant, quand elle était plus petite, elle était très, très, très courte. Et en fait, la thérapeute qui la suivait était aussi infirmière, était très loin, et je me suis dit, mais t'es infirmière, forme-toi. Avec les parcours, j'imagine, interminables. Tout à fait. Et en plus, cette infirmière thérapeute, elle était tellement bien qu'elle était très prise. Donc, pour avoir un rendez-vous avec elle, c'était compliqué. Je me suis dit, elle propose la formation. Donc, je me suis formée à la cupping thérapie. Je le faisais d'abord autour de mon entourage. Et quand j'ai vu les bienfaits de cette méthode, j'ai dit non. Et donc, du coup, ça m'a permis en fait d'allier le corps physique avec la cupping et le côté mental avec la sophrologie. Alors, pour mieux expliquer aux personnes qui nous regardent la cupping thérapie, pour ceux qui ne connaissent pas, ou ventosothérapie, ça traite directement les zones du corps douloureuses ou liées à des pathologies chroniques. Alors, en fait, ce sont des ventouses que l'on installe sur le corps à l'endroit que l'on veut traiter. Exactement. Vous nous parlez un peu du principe et des bienfaits. Tout à fait. Alors, du coup, la cupping thérapie, donc en français, ventosothérapie, c'est de la médecine chinoise qui date de plus de 5000 ans. Donc, c'est vraiment une thérapie qui ressemble à l'acupuncture. On est sur des points méridiens. Donc, au lieu d'être sur un point pour l'acupuncture, on est sur une zone. Et donc, on peut vraiment, on ne va pas dire de soulagement parce que ce n'est pas un traitement médical, mais ça permet d'apaiser énormément de tensions, que ce soit des tensions corporelles, musculaires, que ce soit des problèmes digestifs, des problèmes de fertilité. Ouais. Ça booste, ça détoxifie le corps en profondeur. Donc, en fonction de ce que la cliente va me dire, donc il y a un petit temps d'échange où elle va m'expliquer pourquoi elle veut faire la cupping thérapie. Et donc, du coup, ça permet, en fonction de ce qu'elle va me dire, moi, j'établis en fait un protocole. D'accord. Alors, quand vous dites elle détoxifie le corps, qu'est-ce que ça détoxifie? Alors, en fait, les toxines. Parce qu'en fait, il faut savoir que... après, c'est très médical, hein, je veux dire... Voilà, c'est vrai que ça peut être du charavien qu'on ne connaît pas trop, mais en fait, au niveau des capillaires, on a beaucoup de toxines en fait, qui est accumulée et qui, en fait, bouche un peu les pores. Et le fait de mettre des ventouses, en fait, on a une décompression. Ça veut dire que les toxines remontent à la surface. D'accord. Et le but, c'est de les piquer pour justement éliminer toutes les toxines qu'on a dans le corps accumulées au quotidien. Alors, vous le disiez tout à l'heure, la cupping thérapie est également proposée aux enfants, ça peut les aider. Ça alors a été c'est le cas vrai pour que, vous? alors moi je le fais pour les ados, mais c'est vrai que dans les autres pays, on peut le faire déjà tout petit, mais c'est juste que la pression va être beaucoup plus légère, plus adapté, oui. Et même le temps où on pose la ventouse, on parle de flash cupping, ça veut dire à peine j'ai exercé une pression que je relâche, et ça, en fait, ça permet par exemple pour les nourrissons, pour les coliques, pour les problèmes de sommeil, etc. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment une technique qui améliore vraiment le bien-être au quotidien. Alors, il y a aussi la sophrologie, une pratique psychologique et corporelle de relaxation. Vous nous en parlez? Oui, donc la sophrologie, du coup, c'est une technique psychocorporelle qui date à peu près de 1965. Et en fait, la personne qui a créé la sophrologie a utilisé en fait les choses de l'Orient et de l'Occident. Il en a fait un petit mélange parce qu'en fait, on a 2 grandes parties en sophrologie. On parle d'exercices de relaxation dynamique, ouais. La partie visualisation. Ouais. La première partie, en fait, est inspirée du yoga. Donc, on a un peu des mouvements pour reprendre
contact avec son corps. Et c'est basé à 90% sur la respiration. Ouais. Et la deuxième partie, on est dans la visualisation. Donc, on dit que c'est inspiré de l'hypnose, mais c'est différent. C'est différent. Pourquoi? C'est que la personne est consciente du début jusqu'à la fin. Ce qu'on va faire, en fait, c'est d'essayer au maximum qu'elle diminue au niveau, de son niveau de veille. On parle de niveau sophroluminal. En fait, c'est vraiment un niveau où on est entre le sommeil et la veille pour qu'elle puisse vraiment être concentrée, être concentrée sur son corps et relâcher le mental. Donc, on joue aussi bien sur le corps que le mental. Et on dit qu'on utilise aussi la sophrologie pour la préparation mentale, avant des examens, Tout à fait. Ouais. Alors du coup, en fait, on a deux grandes catégories. On a la préparation mentale et l'amélioration du quotidien. Donc la sophrologie, c'est vrai que c'est un terme qu'on ne connaît pas trop, etc. Mais sachez que les grands sportifs font de la sophrologie. Ils vont peut-être pas l'appeler comme ça, ils vont appeler relaxation profonde ou c'est des coachs sportifs qui vont faire un peu de sophrologie, mais à la base, c'est de la sophrologie. Lorsqu'on respire, lorsqu'on médite, qu'on contemple, c'est de la sophrologie. Donc, préparation mentale pour un sportif, préparation mentale pour une femme enceinte qui a un objectif d'accoucher naturellement, préparation mentale pour une personne, par exemple, qui est stressée face à un permis, qui a eu déjà plusieurs échecs. En fait, vraiment, c'est un large panel d'interventions en sophrologie. Alors justement, quel est le profil type des personnes qui viennent vous consulter et prendre des séances de sophrologie et de cupping thérapie? Alors du coup, c'est beaucoup de femmes qui sont en recherche vraiment de bien-être, qui ont une charge mentale vraiment intense, qui ont du mal à faire pause et que du coup, du fait du stress accumulé, ont beaucoup de douleurs. Donc des douleurs souvent au cervical, au trapèze. Dos, voilà, le dos. les migraines. Les migraines aussi. Après les migraines, il y a deux types de migraines. Il y a les migraines hormonales, donc liées au cycle menstruel. Il y a les migraines dues justement à la pression accumulée, à la charge, etc. On a vraiment l'impression d'avoir la tête vraiment grosse. Donc du coup, ça provoque vraiment des migraines. Il y a aussi les personnes aussi, qui ont des douleurs digestives parce qu'on dit que le système digestif, c'est le deuxième cerveau. Donc, du coup, vraiment, voilà, des problèmes digestifs, etc. Et de plus en plus de personnes aussi, de femmes, de jeunes femmes, avec des problèmes hormonaux. Et ça, c'est du fait des effets secondaires du stress chronique, qu'elles ont de plus en plus du mal à gérer, du fait aussi de la société, où on est beaucoup la pression, pression familiale, pression de la société. Au travail aussi. Tout à fait. Oui, donc du coup, j'ai vraiment tout type de femmes, que ce soit des jeunes, des un peu plus âgées. Et après, j'ai un autre champ d'expertise où je me déplace en entreprise, en association, au collège, après pour des objectifs vraiment différents. Donc des fois, c'est juste vraiment un temps bien-être, etc. On veut juste se relaxer. Et d'autres fois, en entreprise, on est là aussi pour allier performance et bien-être, parce qu'une équipe qui est soudée et qui est bien, c'est une équipe qui est performante. Et donc du coup, pour le chef, il est plutôt content parce que du coup, moins d'arrêts de travail, etc. On est vraiment dans la qualité de vie au travail. Alors justement, vous avez décidé d'accompagner principalement des femmes, c'est un choix. Quelle est votre approche lorsque vous recevez une personne? D'abord, je suppose qu'il faut un temps d'écoute, essayer d'analyser les problématiques que rencontre la personne pour savoir quoi cibler et le nombre de séances qu'il va falloir à la personne. Exactement. Que ça soit la cupping ou la sophro, il y a toujours en fait un temps d'échange parce que des fois, elles viennent pour un objectif, mais en fait, il y a quelque chose derrière de beaucoup plus profond. Donc vraiment en discutant en fait avec la cliente, donc vraiment j'essaye surtout beaucoup de reformuler. Quoi par exemple? De donner juste des exemples concrets. Alors du coup, par exemple, il y en a certaines, j'en avais une vraiment qui avait des problèmes hormonaux, mais c'est du fait vraiment d'un stress. Il y en a une, c'était, elle avait vraiment une pression. En fait, elle venait juste de se marier. Ouais. Et préparation du mariage, elle n'avait pas encore d'appartement. En plus, une jeune femme, elle avait la vingtaine, qui a tout pour elle. Mais la pression familiale l'a complètement envahie. Il y en a d'autres, c'est des problèmes de couple. Ils ont du mal à gérer, problèmes de communication, etc. Donc, des fois, en fait, souvent, le problème il est plus profond parce que des fois, il y a des problèmes de communication. Il y a des fois aussi, c'est du fait aussi de nos blessures. On n'a jamais travaillé les blessures ou du coup, on a des mécanismes, on dit les mécanismes en fait de l'ego, du fait des blessures. Et le problème, c'est que si on n'a pas travaillé dessus, c'est la blessure qui parle et pas soi. Donc, c'est important aussi de prendre du recul et de se dire, là, dans cette situation, c'est ma blessure qui parle. OK, je prends un instant, j'essaie de switcher ma pensée et je reviens tranquillement. Et c'est vrai que des fois, on répond au tac, on ne prend pas le temps de vraiment de se poser et d'accueillir
la communication qu'on a en face de soi. Et surtout, dans nos communautés, bon, ça commence à évoluer un petit peu, hein, pour pas être dans le négatif, mais c'est vraiment, on va dire, ethnologique. On a du mal, on se dit non, tout va bien. On se dit aller voir un psy ou une personne qui va m'aider à me sentir mieux. Je sais pas pourquoi, Oui. ça va me coûter de l'argent, ou on va se dire, est-ce que c'est vraiment utile? J'en ai pas besoin, je suis assez forte. C'est un peu compliqué d'expliquer. Mais c'est tout à fait ça, c'est que en fait, par rapport entre guillemets aux blancs entre guillemets, ils ont beaucoup plus. En fait, c'est vraiment dans leur mœurs, ils ont pas de mal à aller pousser la porte d'un psychologue, voire des fois d'un psychiatre ou d'un médecin ou autre. Nous, on a beaucoup plus de mal. Chez nous, on dit le mouni, c'est le fait vraiment de garder. Et le souci, c'est que même qu'on voit nos mamans, plus de 50 ans, elles ont des problèmes de tension, elles ont des problèmes de diabète, c'est vraiment des problèmes hormonaux, thyroïde, etc. C'est vraiment tout ce qu'elles ont gardé, des troubles alimentaires. des troubles alimentaires, etc. Oui, mais c'est tout ce qu'elles ont gardé, qu'elles n'ont pas exprimé. Parce que le problème, c'est que les émotions, qu'on les refoule, eh ben c'est... comment dire, c'est de plus en plus... en fait, il y a vraiment un impact sur le corps. Donc, c'est de plus en plus fort jusqu'à que c'est la maladie, en fait. On dit le mal a dit. C'est la maladie qui parle. Et donc, du coup, comment vous réussissez? Quels sont les arguments que vous avez pour convaincre ces femmes que vous accompagnez à venir tester ces thérapies? Après, l'argument, c'est que du coup, je parle aussi de ma propre expérience, de mon propre vécu, parce que voilà, moi-même, étant l'aînée d'une fratrie de 13 enfants, l'aînée des filles, donc je sais ce que c'est. Donc la deuxième maman, donc je sais voilà la charge mentale que j'ai pu avoir, le stress que j'ai pu avoir, la jeunesse que j'ai pas forcément eue, et j'en veux même pas à mes parents parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Donc c'est vrai que on nous éduque souvent à être une bonne épouse, mais on oublie la partie mentale. On oublie qu'on doit prendre soin. C'est pas seulement corporel, sentir bon, etc. Prendre soin de sa maison, mais il y a aussi la partie mentale qui est vraiment importante. Donc j'ai quand même parlé aussi de mon vécu. J'ai eu des problèmes. Comment dire déjà, moi, je fais de l'asthme. D'accord. Donc, dans les moments où je suis pas bien, mon asthme est amplifié. Ouais. J'ai eu des problèmes de vésicule biliaire où j'ai été opérée. Et tout ça, c'est le stress que je n'ai pas, évacué. Ouais. Donc déjà, voilà. Et après, c'est souvent les retours clients aussi. Donc, parce que du coup, elles voient tout de suite la différence. Déjà, la cupping-thérapie, c'est immédiat. Ça veut dire rien que lorsqu'elles descendent de la table, elles sont plus légères. Ça se voit instantané. Même le visage est complètement différent. Elles sont beaucoup plus apaisées. Et la sophrologie aussi, c'est... En fait, au départ, elles sont toutes crispées et tout. Et à la fin, elles sont en mode relâche. Donc, c'est vraiment... On le voit. C'est rare. Franchement, je crois que depuis 4 ans où j'ai commencé, c'est rare. Je crois que ça ne m'est même pas arrivé, hein, sincèrement, où une personne m'a dit « Non, ça ne m'a rien fait ». Vraiment, Et combien de temps ça dure une séance? Alors, du coup, c'est généralement 1 heure. D'accord. 1 heure, que ça soit cupping-thérapie, sophrologie, 1 heure. En sophrologie, la première séance dure beaucoup plus longtemps, 1h30. Des fois, ça dépasse 2 heures. Parce qu'en fait, il y a une partie anamnèse où je pose vraiment... En fait, il y a vraiment un échange pour essayer vraiment de comprendre les problématiques. Et à la suite, en fait, de cet échange-là, elle pose un objectif qui l'accompagne tout au long de son parcours. Et c'est là, justement, où on définit le nombre des séances, etc. Et pourquoi avoir décidé d'accompagner exclusivement les femmes? Alors, c'est exclusivement les femmes au cabinet, mais par contre, en entreprise, c'est mixte. D'accord. Voilà. Les femmes, parce que je me dis, je suis une femme, donc je comprends ce qu'elles ressentent. Donc voilà. Mais... Il y a des choses qui vont bouger par la suite parce que j'ai. Mais après, c'est légitime. Hein, oui, mais j'ai pas de problème par rapport à ça. C'est juste que, en fait, je me rends compte que chez les hommes, il y a énormément de choses. Et en fait, même lorsque on va parler après de mon voyage, lorsque j'ai commencé à promouvoir du coup la 2e édition. Les 3/4 des personnes qui m'ont contactée au départ, ce sont des hommes. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de besoins dans la communauté. Et surtout, les hommes noirs commencent à parler c'est ça. Des émotions, exactement. de charge mentale. Exactement. Sauf qu'ils ont besoin d'un espace sécure où ils ne se sentent pas jugés. En fait, une femme, quand elle va se plaindre, on va dire c'est un peu plus légitime. Ouais. Un homme, on va le regarder, on va se dire...
Oh, Parce ça, que c'est un non. peu comme ça qu'ils ont été élevés. Exactement. Un homme ne pleure pas, Voilà, c'est soit ça. fort, soit un C'est ça. garçon. Sauf qu'il a des émotions comme nous, c'est juste qu'il réagit différemment. Mais ils ont quand même une pression aussi familiale qui est là. Et je pense que c'est important. Il faudrait qu'il y ait même beaucoup plus d'hommes thérapeutes pour les accompagner dans ce sens. Alors, vous êtes venu nous parler d'Oasis Sérénité by Essentiaux. Lorsque l'on regarde un petit peu le concept, on a vraiment envie de vous rejoindre pour ce voyage thérapeutique et immersif que vous proposez aux femmes. Un voyage en Mauritanie, votre pays d'origine. Tout à fait. Alors, vous nous racontez un petit peu comment ça vous est venu. Alors, je sais que ça vient d'un voyage personnel. Exactement. En fait, il y a un an, en juillet, j'ai une amie qui organise des forums des compétences en Mauritanie. Et le but, c'est un échange entre la diaspora et ceux locaux. Et en fait, ça faisait 18 ans que je n'étais pas retournée. Et je me suis dit, bon, tombé, fais un effort, vas-y. Et je suis arrivée avec de nouvelles lunettes. Ça veut dire que j'étais vraiment dans l'observation. J'étais vraiment pas dans le jugement. Et là, Là, vous parlez au deuxième degré, là, des nouvelles lunettes. C'est pas des vraies lunettes. Oui, bien sûr. C'est une image, d'accord, ok. C'est une image, Ouais. dans le sens où, des fois, dans nos pays d'origine, on est très critique. Surtout Ouais. nous, venant de France, voilà, il y a des choses où on ne comprend pas. Il y a aussi la pression aussi familiale, etc. Donc, vraiment, j'avais un passé assez lourd. Et donc, du coup, j'étais un peu fâchée avec la Mauritanie. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 18 ans avant d'y retourner. Et il a fallu que mon ami me tire en me disant « Viens, viens ». C'est la 2e édition. Je me suis dit « Bon, c'est l'occasion ». Donc, je suis partie avec mon grand. Et donc, du coup, le forum, ça s'est hyper bien passé. Et j'en profite, je me dis « Tant qu'à faire, je vais visiter enfin mon pays ». Et donc, du coup, je m'organise un voyage avec mon fils pendant 5 jours où on visite tout l'Adrar de la Mauritanie. Et donc, du coup, on passe par différentes villes, Tergit, Chinguetti, Ouadane, Attar. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour Tergit et Chinguetti. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au retour de Chinguetti, il y avait le responsable de l'autre auberge qui me dit « Mais vous n'avez pas visité, etc., cette auberge et tout ?» Et donc, du coup, on y va. Et là, un gros coup de cœur. En fait, c'est comme si j'avais déjà visualisé ce lieu-là. C'est comme si je le connaissais. Et en fait, c'est un lieu vraiment magnifique. On est à l'extérieur de la ville. Donc, on est au calme. Et c'est une grande villa. Sans portable, sans connexion. Il y a de la connexion. En fait, on est isolé. Je veux dire isolé dans le sens où, en fait, autour, c'est que des dunes, mais avec un confort occidental. Ça veut dire qu'il y a la connexion, voilà, il y a accès à l'eau, il y a des vraies douches, etc. Là, c'est important de le dire parce que c'est vrai que lorsque j'ai su qu'ils se disent, ils pensent tout de suite à soit des tentes, des cases. Non, vraiment, ils ont vraiment bien construit. Après, la différence, c'est qu'à Chinguetti, c'est une ville très protégée. Ouais. Elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Ouais. Donc, du coup, les constructions se font d'une certaine manière. En fait, c'est vraiment les pierres de la ville parce qu'à Chinguetti, on est entre dunes et montagnes. Et c'est vrai que les gens, lorsqu'on parle de la Mauritanie, on se fait vraiment taquiner par nos voisins en disant, bon, il n'y a que du sable. Il n'y a rien à faire en Mauritanie. C'est souvent ça qu'on nous dit. Et là, j'ai prouvé aux yeux de tout le monde et même aux Mauritaniens même, parce que souvent, c'est pas... Souvent, nous, moi, je suis d'ethnie soninké, on va à Nouakchott et on va direct au village. On ne visite pas notre pays. Mmh. Donc, j'ai démontré aux yeux de tout le monde que non, il y a des très belles choses. Je veux dire, on n'a rien à envier au Maghreb. Je veux dire, les décors, franchement, c'est des grandes montagnes. Il y a même un endroit où on se croirait au Colorado, où on a vraiment des montagnes hautes avec un grand creux. Et pendant la saison des pluies, du coup, il y a de l'eau partout. On a des visuels, mais c'est incroyable. On a des palmiers, mais à des kilomètres de vue. Parce que Chinguetti, c'est le premier producteur de dattes. Donc, les gens ne connaissent même pas la date de la Mauritanie. Ouais. Les dattes, elles sont incroyables. Elles sont meilleures que celles d'Algérie. Je vais faire des problèmes, mais sincèrement... Non, mais dites, hein, faites-vous... Mais en fait, les gens ne connaissent pas les dattes de Mauritanie. Elles sont succulentes. On a deux couleurs différentes. En plus, on peut les manger pas encore mûres, etc. Donc vraiment, les gens en fait ne connaissent pas la Mauritanie. Donc vraiment, le lieu que j'ai rencontré, je me dis non, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment du potentiel. Et en fait, le guide qui nous a accompagnés pendant le séjour, un gros coup de cœur. Vraiment. Je me suis dit, si je dois faire quelque chose, c'est avec lui. Donc, je rentre en France. Donc, c'était mi-août.
J'en parle à ma coach business, Assita Sissako. Elle voit mon euphorie et tout. Elle me calme un peu. Elle dit, bon, tombez calme. Je voulais même proposer en décembre, alors que, attends, il y a une manière de faire les choses. Donc, elle me refroidit un peu. Et j'ai dit, non, en février, en fait, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, bon, moi, je suis très croyante, très spirituelle. Et ça s'est fait d'une manière très fluide, où, franchement, Dieu m'a mis les personnes adéquates sur mon chemin. Je n'ai pas eu besoin de chercher mes intervenantes. Parce que c'est vrai que moi, j'interviens, j'organise, donc je pilote. Ouais. Mais je suis accompagnée d'autres intervenantes pour vraiment avoir le côté holistique 360. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Alors, justement, cette immersion, un voyage thérapeutique, vous dites, Oui. et immersif pour femmes. La prochaine édition, c'est la première ou la deuxième? Ouais, la deuxième édition, du coup, c'est en octobre, donc du 25 au 30 octobre 2025. Donc, c'est pendant 6 jours et 5 nuits pendant les vacances de la Toussaint. Et en fait, c'est vraiment adressé à toute femme. Par exemple, la première édition, c'était en février. J'avais des Françaises. J'avais une qui était chef d'entreprise, qui n'était pas du tout croyante. En fait, c'est vraiment pas quelque chose de communautaire, c'est pas quelque chose de religieux. On est, franchement, en tant que femme, en fait, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre origine, nos croyances, on recherche On est d'abord des femmes. Déjà, on est des femmes. Qu'est-ce qu'on souhaite? C'est être en paix avec soi-même. Alors, on souhaite être sereine, en fait. Donc, du coup, ça nous rapproche. Et le fait d'avoir un mélange, chacune apporte à l'autre, en fait. Alors, maximum 15 participantes, 6 jours d'immersion, on va dire, avec des objectifs: prendre soin de soi, se reconnecter à son corps et son souffle, découvrir une culture authentique, créer du lien entre femmes de tous les horizons. Alors, quel est le programme? Quels sont les temps forts de ces 6 jours? Alors, du coup, il y a, on va dire, 2 grandes parties. Au départ, ça peut être lourd, il y a beaucoup de pleurs, on évacue beaucoup parce qu'en fait, c'est un lieu qui permet vraiment de déposer les fardeaux. Donc, au départ, voilà, il y a des pleurs, etc. Mais moi, dès le départ, en fait, je mets un cadre de bienveillance, un cadre de non-jugement, un cadre de respect, où vraiment la parole, c'est pour ça que je veux un petit nombre et je ne suis pas dans la quantité, je suis vraiment dans la qualité, où chacune, en fait, a un espace où elle peut parler librement. Et donc, du coup, moi, je suis la partie sophrologie, méditation, où, d'ailleurs, j'ai créé également, du coup, un guide. Elles ont un guide, en fait, qui les accompagne, en fait, tout au long du voyage et bien après. Et donc, du coup, on rappelle aussi certaines connaissances, comme le stress chronique, les impacts dans le corps, parce que c'est important de connaître ce que c'est réellement pour être attentive sur son corps. Écouter son corps. Exactement. Ouais. Parce que si on ne connaît pas ce que c'est le stress chronique et ce que ça implique dans son corps, on va avoir du mal à l'identifier. Ouais. Donc, il y a une partie quand même connaissance, etc. Il y a une partie où, comme un cercle de femmes, on discute beaucoup. Et il y a un côté aussi, on va dire, pratico-pratique, où je délivre des outils qu'on met en place tout de suite. J'ai un tableau, etc. avec, en fait, les clientes, chacune a son cas concret et on essaye vraiment de voir un peu comment on peut changer notre mode de pensée. Et pour justement, en fait, on travaille aussi l'après. C'est qu'il n'y a pas seulement que le voyage. Le but, c'est, certes, on se déconnecte, etc. Mais ce n'est pas un voyage simple où on est en vacances et on revient, c'est comme si on n'était pas parti. Absolument pas. C'est revenir autrement. Exactement. C'est tout à fait ça. Et elles le disent. Il y a eu, du coup, j'avais invité un photographe vidéaste professionnel qui est un amoureux de l'Afrique. Et ce qui ressort, c'est, il y en a une qui disait, j'ai appris à m'aimer, je me suis transformée, j'ai appris en fait à faire pause. Il y en a une, justement, la chef d'entreprise, c'était vraiment intéressant parce que elle arrivait avec certaines idées, comme toutes. Et elle, pour elle, être croyant, c'était pour les pauvres. Elle a son mari qui est latino et elle ne comprenait pas. En gros, pour elle, tu as une bonne vie, tu n'as pas besoin d'être croyant. Et donc, du coup, elle repart avec un autre regard, même envers... parce qu'elle gère plus de 100 salariés avec différentes entreprises. Elle m'a dit, je repars avec une autre vision des musulmans, une autre vision des femmes voilées, parce que voilà, il y avait des femmes voilées, etc. Mais du coup, le fait d'être avec nous, en plus, je l'ai mis dans une chambre avec une personne très calme, très croyante. Et c'était marrant parce que les échanges, c'est que... voilà, ça l'a apaisée. Ça l'a apaisée. Donc, celle qui ne parlait pas beaucoup, elle a commencé vraiment à s'exprimer. Et celle qui parlait beaucoup, voilà, est redescendue. Donc, vraiment, c'était harmonisé. Ils ont créé vraiment du lien. Et elle, ça lui a appris des choses autour de la religion. Alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de religieux.
Mais voilà, chacune est là avec, avec ce qu'elle est. Du coup, ça permet vraiment d'avoir des échanges et on revient du coup Et puis du coup, différemment. comme on n'a pas le quotidien, on n'a pas le stress, on n'a pas tout le Tout à fait. bouillonnement qu'on a dans Tout à une vie fait. normale, eh bien, là, on est plus à l'écoute de son corps, des autres et Tout de à fait. l'environnement. Mais tout à fait. Et ce qu'elle disait, c'est que, voilà, elle avait peur justement de craquer, de regarder ses mails. Elle m'a dit non, là, j'ai coupé court. En plus, il y avait un problème de connexion. Je lui ai dit, ça tombe très bien. Elles sont juste arrivées, dire je suis bien arrivée. Elles ont utilisé mon portable, etc. Je lui ai dit, c'est très bien. Non, mais juste ça, franchement, On a se besoin. déconnecter pendant On a quelques besoin. jours, après, au bout d'un moment. On a besoin. Et en plus, voilà, ça rentrait dans le cadre en disant, voilà, appelez vos familles, dites que vous êtes bien arrivés, vous êtes en sécurité, tout va bien. Et dites-leur, là, c'est un moment pour moi. Je ne veux pas de parasite. Je veux dire, même moi, avec mon mari, j'ai dit les choses, j'ai dit, voilà, je suis là pour mes clientes, j'ai besoin vraiment de me recentrer, etc. Tu Ne gères. m'appelez pas. Hein. C'est ça, vraiment. Hein. J'ai dit, sauf vraiment urgence vitale. Et encore, je ne sais pas comment je peux faire à 3000 km pour gérer les choses à distance. Non. Et ce que j'ai transmis aussi aux participantes en disant, voilà, recadrez et exprimez vos besoins. Parce que c'est important, parce que des fois aussi, l'autre ne peut pas deviner ce qu'il y a dans la tête. Donc, il faut exprimer ses besoins. Et du coup, ça s'est hyper bien passé. Alors, au programme bien-être et mouvement, séances de yoga, ateliers de recentrage, sophrologie en pleine nature, Tout à fait. des soins rituels, ateliers autour de plantes naturelles au féminin, ateliers de naturopathie et diététique, cupping thérapie, c'est-à-dire que vous allez emmener vos Oui. ventouses, Oui. temps de silence et de méditation, des moments autour de la culture, découvertes culinaires mauritaniennes, Tout à défilés fait. en tenue traditionnelle, cercle de femmes et de partage. Franchement, ça donne vraiment envie de venir vous rejoindre. C'est du 25 au 30 octobre prochain. Vous êtes la bienvenue, Le Aïssata. Si désert. vous voulez découvrir la Mauritanie, c'est... Mauritanie. En plus, j'ai ma mère qui est aussi originaire de Ah, la Mauritanie parce que nous, on est de la région du fleuve Sénégal. Sénégal, voilà. Donc, il y a une partie en Mauritanie, une partie au Sénégal. Absolument. Voilà. Et c'est aussi une initiative solidaire, vous nous en parlez? Oui, tout à fait. Alors, en fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai une fille en situation de handicap. Et en fait, j'étais partie au congrès de l'autisme en Afrique à Oujda. Je ne connaissais pas du tout. Et c'est en Mauritanie qu'on m'en a parlé. C'est même pas en France, parce que c'est organisé par des gens de France, par le Silence des Justes et l'association Tes Vacances Ouais. et Autisme Action, donc à Ouadjakité qui est à Sarcelles. Et en fait, j'ai rencontré du beau monde, vraiment. J'ai rencontré d'autres associations parce que le problème, c'est qu'on est tous isolés. Et c'est vrai que en ayant une enfant en situation de handicap, des fois, voilà, on se sent un peu isolé, on ne se sent pas comprise. Et le dernier jour, c'était sur 3 jours, le dernier jour, c'était très intense, où il y avait beaucoup de témoignages, vidéos de femmes. Et on a une qui m'a vraiment touchée, qui dit, ce qui est réel, hein, l'autisme n'est pas une maladie, on n'en guérit pas. Et en fait, il n'y a pas de répit. L'enfant est toujours avec nous, l'enfant, voire adulte, etc. Et je me suis dit, non. Je me suis dit, si moi, j'arrive à couper, si moi, j'arrive à voyager seule, c'est que c'est faisable. Et je me dis, en proposant à 6 femmes, mon objectif, c'est d'aller jusqu'à 6 en fonction des dons que je vais recevoir. Si j'arrive vraiment à proposer à 6 femmes, à 6 mamans qui ont des enfants en situation de handicap, pour moi, j'ai tout gagné gratuitement. Parce que je trouve le fait de les faciliter au niveau financièrement, c'est beaucoup plus facile pour elles après de s'organiser par rapport à leur enfant. Ouais. Parce qu'en fait, le fait de couper, elles ont encore plus besoin. Je ne dis pas que les autres femmes ne sont pas légitimes à couper, mais je pense que voilà, l'autisme, selon les degrés, ça peut être vraiment très compliqué à gérer au quotidien. Moi, alhamdoulilah, ma fille parle, elle est sociable, etc. Elle a un problème de frustration qui est un peu difficile, voilà, un trouble du comportement. Mais il y a quand même de l'interaction et de l'échange. Il y a d'autres autismes où c'est beaucoup plus compliqué, où ils sont très violents, ils sont très isolés. On ne peut pas sortir avec eux. Et du coup, la mère, souvent, si elle n'a pas d'aide extérieure, elle est isolée. Elle est isolée. Donc, du coup, le fait de leur proposer ça gratuitement, c'est beaucoup plus simple pour elles de s'organiser. En fait, j'enlève un poids supplémentaire. Donc, je trouve ça important, je pense, dans tout business, d'avoir un côté solidaire, d'avoir un côté éthique. Déjà, la première édition, j'ai réussi à amener une fille gratuitement. C'est une Touareg malienne qui est réfugiée en Mauritanie et du coup, qui poursuit ses études en Mauritanie. Elle est venue gratuitement. En fait, c'était hyper important, en fait, déjà,
ça s'est fait un peu naturellement en disant, j'ai une place, ça me coûte rien. En fait, j'avais une place dans le véhicule parce qu'on part en 4x4, etc. Ouais. Et j'en ai parlé à une amie. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, je connais quelqu'un, elle en a besoin. Et finalement, naturellement, des personnes m'ont fait des dons. Ça a permis de pallier d'autres charges. Donc, je trouve ça vraiment important. En tout cas, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me contacter. Et d'ailleurs, pour récolter des dons, je vais organiser du coup le samedi 27 septembre au Concept Store de Néné Gali. Donc, à Paris, c'est le métro Guy Manquier. Donc, comme une espèce de porte ouverte où il y aura différentes associations, pas seulement l'autisme, mais vraiment des associations qui peuvent aider, on va dire, la famille en général, pour permettre vraiment de récolter des dons et aussi aux familles de se renseigner autour des différentes aides, parce que des fois aussi on est isolé, on a droit à des aides mais on n'est pas au courant. On sait tous que les dossiers MDPH, ça peut être très compliqué. Je me dis, j'ai de la chance, j'ai étudié, etc. Donc je sais comment ça se passe. Mais voilà, il y a certaines mamans, elles parlent pas très bien français, c'est difficile, etc. Elles ne connaissent pas leurs droits. Là, ça permet d'avoir des échanges, etc. Et le concept Néné Gali, elle est mauritanienne, sénégalaise. Donc, je trouvais ça aussi important d'avoir cet échange aussi autour de la diaspora. Alors, c'est quand? C'est quoi les dates? Le samedi 27 septembre. D'accord, très bien. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Oui. En tout cas, toutes les informations sur le site internet myessensio.com, myessensio.com. Oui. Et pour le voyage, on va dire le voyage thérapeutique, les dates, c'est du 25 au 30 octobre prochain. Il faut s'y prendre dès maintenant. On va sur le site, on vous retrouve sur les réseaux. Alors on me retrouve sur Instagram Essensio, on me retrouve sur LinkedIn, on me retrouve sur TikTok, sur le site internet. De toute façon, tout en bas, vous avez tous mes réseaux sociaux. Il y a mon numéro WhatsApp professionnel où vous pouvez me contacter. Donc, et pour l'inscription, ça se fait directement sur le site internet. Et si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à revenir vers moi pour échanger et même vous accompagner au cabinet si besoin. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Une petite pause de détente également. Merci d'être venu nous apporter cette sérénité dont on avait tant besoin. C'est mercredi, c'est le 25 juin 2025. Notre prochain invité nous retrouve, nous l'accueillons dans un instant dans les matins d'Aïssa sur Espace TV Europe. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement à Tombé Camara. Très bientôt. Les matins d'Aïssa sur Espace. Il est 10h55 à Paris. Il est 8h55 en temps universel. Vous êtes aussi nombreux à nous écouter via Espace FM Guinée. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre également via le bouquet africain sur les chaînes du bouquet africain via Free, Orange et Bouygues. Merci de votre fidélité. Nous accueillons notre deuxième invité de la matinée. Les matins d'Aïssa sur Espace. Nous y allons avec Zena Barry Sapin. Elle est la fondatrice de Mama Sango, une marque de produits à base de karité premium. Elle a créé Mama Sango pour promouvoir le vrai beurre de karité de Guinée et assurer un revenu juste aux femmes productrices. Ça fait des années déjà qu'elle s'est lancée dans cette aventure, passionnée du beurre de karité, passionnée de partage. Elle vient nous parler de son actualité, faire un petit coucou. Elle est originaire de la Guinée et je l'accueille avec beaucoup de bonheur. C'est toujours un plaisir de t'accueillir, Zena Barry Sapin. Comment ça va? Mais ça va, Issa. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci pour l'invitation déjà. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Mama Sango, cette belle aventure qui a commencé en quelle année déjà, Zénab? En 2011. Bonjour à tous les téléspectateurs, parce que c'est TV, hein. Ouais, on est à la télé et, et les auditeurs aussi. Les auditeurs aussi. Alors, pour répondre à ta question, Mama Sango, c'est 2011, mais il faut savoir qu'il y a eu 4 ans de recherche et développement avant, puisque je ne voulais pas acheter de formule, je voulais créer mes propres formules avec des ingrédients choisis minutieusement. Donc, lancement officiel 2011. Alors, tu as tenté de faire de l'intermédiation avec des laboratoires français, mais tu as constaté leur préférence pour le beurre raffiné et tu dis non, c'est pas possible, ça va pas le faire. Exactement. Et pourquoi ce choix pour t'éloigner du beurre raffiné et proposer ce beurre de karité premium? C'est quoi la différence entre le beurre de karité que tu proposes et le beurre de karité raffiné?
Alors déjà, le beurre de karité raffiné, en fait, les industriels, ils achètent des noix en Afrique. Après, il y a un point aussi que je dénonce, c'est le fait qu'ils parlent de commerce équitable, mais pour moi, ce n'est pas du vrai commerce équitable, puisque c'est eux qui viennent imposer les prix aux femmes qui ramassent les noix. D'accord. Donc les femmes qui ramassent les noix, puisqu'en fait, ils n'achètent même pas le beurre fait par ces femmes. Et le karité raffiné, il faut savoir que c'est quand même extrait, par exemple, avec du solvant. C'est de l'extraction industrielle. Et l'autre côté aussi qui m'a motivée, et puis de toute façon, il était hors de question d'utiliser du karité raffiné, mais aussi il y a le fait que quand on achète du karité brut extrait par les femmes, il y a un réel impact, puisqu'elles extraient le karité, et moi, dans mon cas, c'est elles qui fixent le prix. Donc là, déjà, on est sur un produit premium, un produit avec tous les actifs, tous les vitamines qui sont préservés lorsque l'extraction est excellemment bien faite comme nous, on le fait. Et la deuxième chose, c'est qu'on achète le travail. En fait, les femmes, elles vivent du coup de leur travail. Et en fait, c'est un travail laborieux, on s'en rend pas compte. Oui. Quand je publie parfois les petites vidéos au moment dans les instants d'extraction du karité, les gens, ils se disent « Ah ouais, on ne voyait pas comme ça ». Et effectivement, parce qu'il faut qu'elles aillent ramasser les noix, il y a plusieurs étapes en fait. Il faut les faire sécher au soleil. Et c'est plusieurs semaines, plusieurs mois. Et dans d'autres contrées, elles vont, par exemple, fermenter la noix, d'où l'odeur différente de certains karités. En fait, il n'y a pas un karité, c'est ce que je dis souvent, il y a des karités. Parce que selon les villages, il y en a qui grillent les noix pour accélérer le séchage. D'accord. Et dans d'autres villages, elles vont enterrer, elles creusent la terre, elles enterrent, la coque se désagrège. La fermentation, elles récupèrent l'amande et elles font l'extraction. Elles ont appris comme ça. Nous, on ne fait pas du tout comme ça. Et du coup, en fait, ça nous permet aussi de préserver les vitamines et les actifs. C'est fait dans la saison. Et en fait, pour avoir une karité de qualité, il y a vraiment des étapes qu'il faut respecter. Après, déjà, la base, c'est la méthode d'extraction transmise de mère en fille. Moi, j'ai la chance de venir d'une région où elles cuisinent le karité, elles consomment le karité, elles ont maintenu l'extraction alimentaire du karité. Et le deuxième avantage que j'ai, c'est que à coup de beaucoup de travail, j'ai créé mon propre laboratoire. Donc ici aussi, on fait du travail de fond, du travail appliqué en France sur les huiles et les beurres, par exemple, de maître huilier. Donc ça nous permet aussi, mais il n'y a rien qui est rajouté. C'est juste des process combinés à l'extraction artisanale en Guinée et à l'expérience et au travail du savoir-faire en France également. Donc, ça veut dire je combine les deux. Lorsque tu as été à la rencontre des femmes des coopératives avec lesquelles tu travailles, tu leur as imposé un process ou c'est le process qu'elles utilisaient déjà à l'origine qui est utilisé pour ton beurre de karité? Alors, il y a déjà une base qui est là. Elles extraient déjà, comme je te le disais, en préservant les vitamines, les acides gras essentiels, en séchant les noix au soleil. Et l'extraction est faite dans la saison. Ça, c'est déjà une très bonne base. Après, évidemment, j'ai ma charte que je leur impose, entre guillemets. Par exemple, dans les contenants dans lesquels, les bassines déjà dans lesquelles elles doivent faire l'extraction ne va pas être utilisée pour laver les habits, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est des choses que je leur demande, vraiment, il faut que ça soit fait comme ça, mais bon, depuis 2011, maintenant, elles sont rodées. Et puis, les contenants dans lesquels le karité va être mis dedans, c'est moi qui achète tout. Les contenants viennent de Conakry. Ma mère, elle s'en occupe, elle envoie au village. Ma tante qui est au village, qui chapeaute toutes les femmes, elle surveille et elle chapeaute le fait que tout soit mis dans ces contenants-là. C'est très, très important parce que si elles utilisent d'autres contenants et qu'il y a par exemple, un bidon qui aurait été utilisé pour autre chose, ça va, on va dire, infecter. Donc, c'est du karité que je ne pourrais pas utiliser dans tous les cas. Moi, dès qu'il y a le moindre... non, je n'utilise pas. Parce qu'en plus, quand on récupère le karité en Guinée, il y a les analyses, il y a une institution, une structure plutôt, qui fait les analyses. Ça fait partie des process pour pouvoir dédouaner ici. Sinon, ça ne rentre pas. D'accord. Voilà, donc ma mère, elle s'occupe de cette partie. Ça arrive, nous, on dédouane. Et ici, on refait les analyses avec 3 labos. D'accord. Antipesticides, nutrition, puisqu'on a la partie alimentaire, et aussi il y a la partie pour prouver en fait que dans notre karité, par exemple, le taux d'insaponifiable est à tel niveau, et c'est toujours très haut, puisqu'on préserve tout ça, les actifs et les vitamines. Est-ce que c'est un karité qui est labellisé du coup? Alors, le karité Mama Sango a été labellisé par EcoCert. Oui.
Mais en fait, aujourd'hui, et tu fais bien de poser la question, j'ai créé mon propre label. Non qui s'appelle le 0% de trucs bizarres, qui fait rire beaucoup de gens sur les salons. Comme ça, mais c'est très clair en fait. C'est très très clair et ça fait de nombreuses années que c'est sur tous nos pots. Donc on a fait beaucoup de travail justement parce que c'est réglementé évidemment, mais le fait d'être avocate à la base, ça m'aide tellement dans Maman Sango, j'imaginais même pas que c'était à ce point. Et du coup, en fait, le problème que j'ai avec la labellisation biologique aujourd'hui, je dis pas qu'il y en a pas, il y en a évidemment et heureusement. Mais en fait, ils autorisent dans le label bio certaines choses que je trouve tellement incongrues parce qu'ils vont, par exemple, dans les crèmes. Ça, il faut le savoir. Dans les crèmes, c'est entre 60 et 80% d'eau. Et qui dit crème, il y a des conservateurs. Donc, c'est pour ça, moi, je suis sur des produits bruts. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont leur choix d'utiliser le type de produit qu'ils souhaitent. Il n'y a pas de problème. Mais en parlant du bio, il y a le fait aussi que dans le label bio, ils vont autoriser l'extraction par solvant, par exemple, sur certaines matières premières. Et souvent, ce n'est pas 100% de produits naturels, c'est toujours 90, 97, voilà. 98%. Donc, tous nos ingrédients, on travaille toujours avec des agriculteurs certifiés en agriculture biologique. Le labo est également certifié. Et sur les produits finis, je suis plutôt partie sur ce label que j'ai créé, donc qui est le 0% de trucs bizarres, qui a une structure à part et en fait qui est désormais sur tous nos produits depuis des années. Et j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Je sais que je ne vais pas me faire des amis dans les sociétés de certification, mais je suis aussi sur le marché pour ça. Et je sais que tu vas souvent à la rencontre de tes acheteurs, on va dire, de ton public. Oui. Dans des foires, un petit peu partout à travers la France, à travers la France, à travers le monde, etc. Et justement, est-ce que ces arguments, lorsque tu dis que toi, ton beurre de karité, il est fait autrement, que c'est 100% bio, etc., est-ce que c'est des arguments qui parlent au public et est-ce que ça fait la différence, ces arguments? Mais complètement. C'est ce qu'ils recherchent, en fait. C'est ce qu'ils recherchent quand on est sur le terrain. On voit vraiment... C'est pour ça que je continue les salons et je continuerai encore. Parce que sur le terrain, c'est vraiment le public est là, ils touchent le produit, ils sentent déjà le produit, ils testent sur la peau. Parce que moi, je ne suis pas derrière un ordi en faisant trop de marketing. Les gens, ils prennent, ils testent, ils voient tout de suite. Par exemple, quand ils mettent notre karité sur la peau, ils sont étonnés de voir que, en fait, déjà, ça s'étale très bien, c'est facile, c'est pas lourd et la peau l'absorbe. Pourquoi la peau absorbe du karité? Parce que souvent, les gens pensent que quand ils mettent le karité sur la peau, c'est lourd, ça va me coller, je pourrais... Non, quand ils utilisent le karité Maman Sango, ils voient vraiment la différence. Non, mais vraiment. Et ça, c'est parce que on préserve ces vitamines et que la traçabilité, elle est sans faille du début à la fin. Et c'est du produit frais. Donc, quand ils le mettent sur la peau, ils voient tout de suite. Il n'y a pas besoin de trop de discours, en fait. Non, mais moi, franchement, c'est pas pour te faire de la publicité. J'en ai connu depuis toutes ces années. J'en ai acheté, j'en ai consommé, on m'en a donné. Même des personnes qui venaient avec des beurres de karité, des chantilly de karité, etc. Mais le meilleur beurre de karité, et c'est vraiment sincère, hein, que j'ai jamais utilisé de toute ma vie, c'est le beurre de karité Maman Sango. Jusqu'à chez moi, c'était devenu... C'était même pas donne-moi du beurre de karité, c'est où est Maman Sango? Où est Maman Sango? Où est Maman Sango? Où est Maman Sango? Pour tout. Vraiment, avec mon compagnon, avec ma fille. D'ailleurs, tu m'avais offert un paquet après la naissance de ma fille. Et je lui faisais des massages. Elle me demandait même de la masser. Tu m'avais envoyé des photos de bébé à la lopo comme ça en main. C'est génial. C'est vraiment un beurre de karité incroyable. Et donc... c'est important aussi. Mais même sur Google, les gens ils nous mettent des commentaires, mais c'est juste incroyable. Et sur la partie relation avec les professionnels aussi, pour le massage, les kinés, les ostéos, les écoles de massage, mais on a des retours, ils hallucinent. Parce que par exemple, ce produit, c'est le massage aux 5 huiles précieuses. Après, on a le décontractant, tout ça. Et en fait, j'ai mis 1 an et demi à convaincre les premiers kinés quand même et des écoles de massage parce qu'ils avaient du mal à se départir de leur gel. Ils avaient peur de comment on peut trouver un produit. Ils ont essayé. Les retours déjà qu'ils ont eu des patients, des clients, je ne sais pas comment ils appellent parce que ça dépend si c'est kiné ou ostéo. Et eux, ils m'ont dit en fait que ce qui leur plaît aussi au-delà de l'efficacité, c'est le fait que quand ils massent, il y a le côté ça glisse et ça croche. Donc la synergie beurre-huile,
Elle est juste magnifique et la texture, n'en parlons pas. Donc aujourd'hui, ils m'envoient leurs collègues. C'est génial. C'est incroyable. Mais est-ce que tu aurais imaginé en 2011, quand tu as lancé Mama Sango, que tu arriverais à ça aujourd'hui? En fait, j'ai toujours imaginé aller plus loin parce que dès le départ, je me suis dit, je veux mon labo. Donc les 2 premières années, 2011-2013, je louais un labo. Je venais avec l'équipe du Sopla déjà, ils me disaient, vous nous payez, vous venez, mais je voulais être présente pour la fabrication de mes produits. Donc en 2013, j'ai lancé mon propre labo, mais pas avec autant de références en fait. Ce qui s'est passé, Aïssa, c'est qu'au début, je me suis dit, bon, comme j'ai proposé, comme tu l'as si bien rappelé, aux industriels en me disant, parce que quand j'ai découvert le karité, quand je suis arrivée en France, j'étais contente. Mais en fouillant, en regardant de plus près, ce n'était pas du vrai karité. En tout cas. Et du coup, j'ai commencé à les contacter et en fait, quand j'ai eu le retour de « Ah, on a notre propre filière, et je me rends compte que c'est du karité raffiné. » Donc, OK, d'accord. Et j'ai regardé mon mari, j'ai dit en fait, je vais créer ma marque et moi, je vais être leur cliente. Parce que mon objectif, c'est de permettre à ces femmes de vivre du fruit de leur travail. Je veux juste qu'elles extraient le karité. Je leur enlève la pénibilité, je leur enlève tout le reste en fait qui est fatigant, problématique, et je m'occupe de toute cette partie. C'est à moi de développer cette marque et de plus en plus. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Chaque année, j'achète un peu plus de karité. Et là, on est en train de développer une autre coopérative juste à côté du village de mes grands-parents. Et là-bas aussi, je serai l'acheteuse du karité de toutes ces femmes. Mais ça leur change juste la vie. Alors justement, le marché mondial du karité, je fais des recherches, a dépassé les 2 milliards de dollars américains en 2022 et devrait augmenter de 6% entre 2023 et 2032. Oui. C'est impressionnant. Oui. L'Europe est un pôle d'exportation important avec 250 000 à 300 000 tonnes de karité exportées par année. Environ 90% de la demande provient de l'industrie du chocolat, de la confiserie, mais aussi de l'industrie cosmétique. Exactement. Alors moi, quand j'ai fait les recherches, je me suis dit, du karité dans les bonbons, dans le chocolat? Si. Parce qu'en fait, il y a eu tout un problème autour de l'huile de palme. Mais c'est parce que ils ont, en fait, et ça, c'est quelque chose aussi que j'éclaircis à chaque occasion. L'huile de palme d'Afrique, l'huile de palme rouge de chez nous, artisanale, fait en Guinée, au Cameroun et dans plein d'autres endroits, au Congo aussi, je crois. En fait, ça n'a rien à voir avec l'huile de palme raffinée, décriée. Ça, je suis complètement d'accord, parce qu'il y a de la déforestation. Ça, c'est plutôt vers l'Amérique du Sud et compagnie. Et du coup, en fait, pour contrer cela, ils ont autorisé le karité, l'utilisation du beurre de karité dans du chocolat. Voilà. Donc, ça a fait une montée, en fait, de la demande du karité, sauf que, encore une fois, c'est pas du karité de qualité Mama Sango. C'est du karité... karité industriel, quoi. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Et du coup, moi, de toute façon, dans la suite de ma démarche, mon karité alimentaire à la base, et en fait, du coup, j'ai créé le karité gastronomique. La première marque de karité reconnue gastronomique. J'ai des chefs étoilés qui cuisinent avec ça. Ah oui. On l'a fait découvrir au chef Kerry Max, qui l'a fait découvrir à ses élèves. Non. Ah, mais si. Ah oui, mais on a des chefs. Et quand à la base, le karité, il est quand même utilisé comme huile. À la base, voilà. Moi, je le redis, dans tous les pays producteurs, quand le fruit tombe de l'arbre, il y a une chair autour qui est comestible, on mange. Ouais. On va chercher l'amande à l'intérieur et dans cette amande, l'huile qui est dans cette amande, elle est comestible dans tous les pays, mais pas forcément le beurre. Ça dépend comment vous récupérez ce beurre. D'accord. Voilà. Et on peut récupérer l'huile également, du coup? Oui, il y a l'huile de karité aussi, mais qui est beaucoup plus complexe à récupérer. Et dans beaucoup de villages, les gens ne savent pas récupérer l'huile de karité. Et même le beurre de karité, comme je te disais auparavant, en fait, la méthode d'extraction varie d'un village à un autre, d'une famille à une autre. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors, on parlait justement de ces femmes, parce que la production de karité est majoritairement une affaire de femmes en Afrique. Totalement une affaire de femmes. Dans ton business, c'est le cas, une affaire de femmes et une affaire de famille, donc double F dans le cas de Mama Sango. Alors, c'est important pour toi d'assurer un certain mode de vie à ces femmes, puisque c'est important, et puis tu es inscrite aussi dans une démarche éthique. Ah oui, c'est important pour toi, pour qu'elles puissent aussi scolariser
scolariser leurs enfants, etc. Quel est justement l'impact dans la vie de ces femmes de travailler pour la marque Maman Sango? Qu'est-ce que ça change pour elles? Déjà, et au-delà de l'aspect économique, puisque c'est elle qui fixe le prix, comme je disais auparavant, donc déjà là, la question, elle est réglée, elles vivent du fruit de leur travail, donc la question financière, il n'y a pas de problème. Et puis, en fait, de par ces méthodes que beaucoup ignorent, leur santé est préservée. Parce que quand on baisse la pénibilité dans un secteur d'activité pour les gens qui exercent cette activité, mais on n'imagine même pas l'impact sur leur santé. Et ma tante, pour en revenir à elle, qui chapeaute les femmes pour la production du karité, Maman Sango, qui vit dans la maison de mon grand-père au village, et c'est la femme d'un frère à ma mère. Et aujourd'hui, cette femme, et ça moi, ça m'a émue, mais ça m'a fait pleurer. De joie, hein? Elle vient maintenant en vacances à Conakry chez ma mère. Nous, on a grandi, on n'a jamais vu cette femme à Conakry parce qu'elle n'avait pas le temps. Aujourd'hui, elle peut venir faire 3 mois à Conakry. Elle se repose, elle passe du temps avec ma mère. Et même quand ma mère est là, comme là actuellement, elle est capable d'aller à Conakry, faire sa vie, et puis elle repart au village. Elle améliore leur qualité de vie. Voilà. Ça améliore complètement leur qualité de vie. Et du coup, elles ont les moyens de s'occuper d'elles, d'assurer en fait tout ce qui est cérémonie de mariage et compagnie. Parce que quand leurs enfants se marient, il faut quand même dépenser. Quand leur fille, il faut préparer quand même les bols. En fait, il faut tout préparer en amont. Donc, ça leur permet de faire ça aussi. Et du coup, génial, ils ont rebaptisé le village. Non, le village a toujours le même nom, mais c'est vrai que quand j'ai été à Aïssa, non, mais c'est incroyable. Toutes les tantes, toutes les femmes. C'est quoi le nom du village? C'est Lorom City, je l'appelle. Hein? Lorom City. Qui va devenir bientôt. C'est dans le Oulada, en fait. La région, c'est le Oulada, en Guinée. En Guinée, on a 4 régions naturelles et le karité pousse principalement en Haute-Guinée. D'accord. Voilà, et nous, notre région, c'est le Oulada. Et le Maman Sango, c'est votre... Le nom Maman Sango, c'est ma mamie maternelle, avec qui j'ai grandi, j'étais toute bébé. J'ai passé beaucoup de temps avec elle et je l'ai même fait venir en France en vacances. C'était génial. Elle est toujours ravie? Non. Ah d'accord, elle nous a quittés. Elle doit être fière en fait quand elle a vu. Elle a vu le début, elle était très très fière. Elle a vu les prémices Maman Sango et le logo, c'est ma mère. D'accord. Qui est actuellement ici d'ailleurs en France. C'est une histoire de famille. Hein? Ah oui, je voulais leur rendre hommage parce qu'elles m'ont quand même appris beaucoup de choses sur plein de choses et notamment sur le karité. J'oublie pas mes tantes aussi que j'appelle mes autres mamans, mes mamans. J'ai 4 mamans. Et tes enfants aussi qui t'accompagnent. Ah bah oui, Alpha et Maëlie. Alpha plus en back-office et Maëlie, elle est beaucoup plus... quand elle est en salon, elle est avec nous, elle est au stand et puis il n'y a pas de problème. Elle aime bien ça. Tu nous parlais du karité gastronomique. Quelle est donc justement la différence entre le karité que l'on utilise en cuisine normale et celui que tu proposes jusqu'à ce que Karl Marx, tu dis, utilise ce beurre de karité gastronomique? Parle-nous-en un petit peu. En fait, le karité, une fois que la base est là, donc comme nous on a, l'extraction de base déjà est parfaite. Et après, nous, le travail qu'on fait ici, c'est, par exemple, on va continuer c'est des process, c'est des secrets de fabrication. J'ai pas envie de relever ça ici. Mais en fait, il n'y a rien. Garde tes secrets. Il n'y a rien. Oui, c'est important parce qu'il y a beaucoup sur ma tête. Il y a des gens, Et du coup, en fait, on va faire ce travail-là ici. Mais il n'y a rien qui est rajouté encore une fois. C'est le même beurre. En fait, au niveau de l'extraction, déjà là-bas, à la base, il y a plus de travail pour avoir un karité qu'on va pouvoir cuisiner, qui ne va pas, par exemple, figer. D'accord. Voilà. À la cuisson? Voilà, à la cuisson. Si vous prenez n'importe quel karité, là, vous faites une sauce tomate, une sauce mafé. Ouais, quand ça refroidit, ça va figer. Nous, ce n'est pas le cas. Et en plus, c'est un karité, on peut pâtisser avec, d'où le... On a nos cookies au karité. Tu bois karité, tu manges karité, tu dors karité. Mais Aïssa, le karité dans ton café, de toute façon, je t'ai apporté. Dans du café? Hein. Ah non, mais demain matin, tu fais ton café, tu mets une petite noisette de karité Maman Sango dans ton café, tu m'en diras des nouvelles. 1 à 2 fois par jour, c'est génial. Dans une tisane, thé, café ou même de l'eau tiède. En fait, ça régule la digestion, ça équilibre l'acidité, ça évite les remontées, les nausées et plein de choses comme ça. Et ici,
mon côté Z carré, comme m'appellent mes amis, mais mon côté juriste aussi, je l'ai fait valider ici. D'accord. Cette partie également. J'ai fait valider dans des hôpitaux à Paris pour cela. Et donc, du coup, les chefs maintenant te demandent du karité gastronomique. Oui, même sur les salons, il y en a, par exemple, ils me découvrent, ils hallucinent déjà, ils en prennent, parce qu'on a des gros pots aussi. Hein, et à la demande, comme on a notre propre labo, s'ils veulent du kilo ou je ne sais quoi, on peut leur en faire. Kilo de beurre de karité. Oui, il y a des seaux de 5 kilos, hein, mais pour les pros, hein, pas pour les savonniers. J'ai beaucoup de demandes pour les savonniers et tout ça, mais je ne vends pas. Parce que ça doit être un certain coût quand même, non? Oui, ça a un certain coût déjà, mais c'est surtout que, Aïssa, quand on s'est rencontrés pour Ambiance Africa il y a quelques années, on était à peu près à 25 références. Aujourd'hui, on a une 50aine de références de produits Mama Sango. Ah oui, 50. Oui. On ne pourra pas tous. Et on ne met pas tout sur le site. Il y a pour les bibes, les bébés, il y a pour les mains, il y a tout, des sticks pour les lèvres, exactement. Il y a du beurre pour manger. C'est ça. Quels sont les produits phares, justement, ceux qui partent le plus, les top. Alors, les top. Déjà, il y a la base, le karité pur. Ça, c'est sur tous les salons, c'est la base. Quand ils prennent un pack, parce qu'on fait des offres pack, ils choisissent leur pack et on leur fait des remises de 10%, par exemple, à partir de 3 sur les salons. Hein. Donc, il y a le karité pur. Et après, il y a celui à l'orange douce, bois de rose. Ça, celui-là. Papa, maman, enfant, non. Même les messieurs qui peuvent... Tu es venu avec celui-là. Attends, Aïssa, on était en Alsace, on s'est fait dévaliser le premier jour. Et là, on était à Charleville-Mézières le week-end dernier. Pareil, sur l'orange bois de rose. Même quand c'est des salons tranquilles, celui-ci part. Ouais. Oui. Et du coup, oui, là, je rentre en labo pour la production. Là, j'ai pas de salon ce week-end. En plus, comme c'était le bac de ma fille, cette semaine, j'ai pas réservé de salon. Et donc, les autres... Après, il y a le décontractant pour le massage. Magnifique. Ça, vous le prenez, vous mettez sous la plante des pieds, au-delà c'est monsieur qui demandait toujours dès qu'il avait mal. D'accord. Au-delà de tout le reste du corps, sous la plante des pieds, on a des points de réflexologie plantaire. Beaucoup ne le savent pas. Et quand on est très fatigué, c'est des points reliés au reste du corps. On prend juste une petite noisette du décontractant Mama Sango, on masse jusqu'aux chevilles. C'est des techniques de réflexologie plantaire. Et en fait, ça va venir aider sur le reste du corps. Vous dormez comme un bébé. Très utilisé dans la médecine chinoise. Exactement, c'est ça. En tout cas... Et on a lancé les chantilly aussi qui cartonnent. Mais quoi? Mais de la chantilly de karité, que j'ai appelé Chantilly Love. Pour le corps ou on mange? Ah. Alors là, pour le coup, c'est pour le corps et les pointes des cheveux. Et en parlant de manger, j'ai développé la partie mangue aussi, parce que c'est un fruit que j'adore. Et l'huile de mangue également cartonne sur le site et dans les salons. L'huile de mangue. Pas vrai. Si. Et Aïssa, pour la première fois, et tu peux faire l'étude de marché. En tout cas, moi, j'ai fait l'étude de marché et beaucoup d'autres l'ont fait, même les clients. En fait, à chaque fois que vous trouverez du beurre de mangue ou de l'huile de mangue, ils rajoutent en fait l'odeur de synthèse de mangue reproduite en labo. Chez Mama Sango, j'ai fait l'huile de mangue, tu sens l'odeur de mangue et il n'y a rien qui est rajouté. De toute façon, les gens, tu ne peux pas vendre ça au grand public et dire le contraire de ce qui est, parce que n'importe qui, déjà, il y a beaucoup de contrôle dans ce domaine. Hein. J'en ai subi. Hein. Et magnifique. Et aujourd'hui, c'est eux qui me doivent des sous parce qu'ils m'ont fait des prélèvements, ils ont fait des analyses et tout était nickel. Donc aujourd'hui, ils me doivent de l'argent. Ah, ils ont voulu ça. Ah bah oui, il faut qu'ils me remboursent mes pots. Avec tout ce qu'ils m'ont fait perdre pendant 2 ans de contrôle de machin. 2 ans de contrôle? Oui, mais ça, j'ai subi ça. Hein. Ça, c'est des... Je suis en train d'écrire le livre. Il y aura des anecdotes comme ça dedans. Ah oui, mais au final, tu te dis, mais tu es envoyé par qui, en fait, madame? Et si tu n'avais pas fait des études de droit, comment tu aurais pu tenir? Ma belle-mère, elle me dit tout le temps, Zéna, tu n'aurais pas été juriste. Tu n'aurais pas pu faire Mama Sango. J'ai dit, mamie, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est une réalité. Je ne vais pas passer mon temps à donner 1 500, 2 000 euros à un avocat à chaque fois que j'ai des choses à parce que c'est faire. très réglementé. Surtout que tout est OK, quoi. Tout est déclaré, tout est même sur le portail européen, tout est déclaré. Aïssa. Mais on a été me chercher jusque-là. Heureusement que j'avais fait tout comme il fallait.
C'est fou, hein? Bravo. Merci. Alors, on rappelle que le beurre de karité, quand même, est reconnu pour ses propriétés apaisantes, hydratantes, nourrissantes, structurantes, régénérantes. Il est utilisé pour soulager les irritations, les gerçures, les coups de soleil, l'eczéma, les dermatoses, le psoriasis, ouais. Merci. Cicatrices, soulager également les muscles, endorlis, prévenir l'apparition de vergetures. Également, avant, quand on est en état de grossesse, avant l'accouchement. Ah, mais oui. C'est la base. Ouais. C'est la base. Est-ce qu'il y a d'autres, toi tu connais mieux que moi, est-ce qu'il y a d'autres utilisations du karité? Ouais. Alors, sur la partie corps, comme tu l'as rappelé, sur la partie cheveux, alors, le karité, déjà, en lui-même, on peut l'utiliser. Après, nous, on a la gamme capillaire aussi. J'ai fait un 2 en 1. On peut mettre sur le cuir chevelu et en baume coiffant également. C'est-à-dire qu'un jour sur 2, on met sur les pointes, on se coiffe et puis, OK, ça va fortifier, en fait, la fibre capillaire et éviter la casse. Et nous, on conseille 1 fois par mois de mettre sur le cuir chevelu en masse. Ça va activer la microcirculation. Ça va vraiment fortifier la bulbe à la racine. Et on peut dormir avec. Et le lendemain, on fait le shampoing. Donc, sur le cuir chevelu et les cheveux, c'est incroyable aussi. Et sur la partie cicatrisation, pareil, j'ai fait valider ici aussi par des médecins. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'or blanc, le karité? L'or blanc, oui, on peut dire l'or blanc, mais je dirais plutôt, comme je dis souvent, en parlant de couteau suisse, je dis c'est le couteau d'Afrique, quoi. Mais oui, parce que ça fait tout avec. Quand le karité est très bien extrait, on peut tout faire avec, en fait. Alors, c'est bien que tu poses cette question d'histoire de l'or blanc. En fait, je n'ai pas envie d'utiliser le mot blanc parce que le karité raffiné, il est blanc. Il est très blanc. Or jaune alors, c'est ça? Non, non plus. D'accord. Parce que le karité, ça, il faut le savoir. Et quand je fais les conférences, je l'explique. Quand sur les salons également. Et dans les écoles, quand j'y vais pour les jeunes, je leur explique cette partie aussi qui est très, très importante pour que chacun ait tous les éléments et après, chacun choisit ce qu'il veut. Le karité a plusieurs couleurs selon le terroir. Le karité, il faut savoir que c'est comme le vin. Cépage, terroir, qualité des noix, méthode d'extraction. Le karité, il peut être gris clair, blanc cassé. C'est pas discutable. Au Mali, il y a du gris clair. En Guinée, selon les saisons, c'est soit blanc cassé, soit beige. D'accord. En Côte d'Ivoire, il y a du jaune. Au Sénégal, c'est très jaune. Ouais. Au Ghana, c'est encore plus jaune. Et dans d'autres contrées, vers l'Afrique de l'Est, il y a même du karité marron clair. Donc, il y a plusieurs couleurs du beurre de karité. Tu es devenu docteur en karité? Oui, docteur en karité. Tu peux le dire, Aïssa. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui me taquinent là-dessus. Ils m'appellent comme ça. Et oui, là, de toute façon, je suis partie pour la phyto, l'aroma et la naturo, justement, pour pousser encore plus. Là. Alors, justement, l'aspect médicinal, j'avais vu sur tes réseaux sociaux il y a quelques temps que tu étais contente parce qu'il y a des centres médicaux qui utilisaient ton beurre de karité. Oui. Tu nous en parles rapidement? Oui, par exemple, à Paris, je ne sais pas si je vais citer leur nom, il y a des hôpitaux donc sur la partie cicatrisation et interne qui ont fait les tests et qui... En fait, je n'ai pas voulu passer médicaments parce que je peux le faire. Juridiquement, je peux le faire, mais je préfère rester plutôt sur le côté utilisation naturelle, la santé au naturel, le bien-être au naturel. Et du coup, ils m'envoient leurs patients. En fait, quand ils opèrent des gens, par exemple, d'accord. Voilà, eux, ils m'appellent et ils achètent directement pour cicatriser leur plaie. Parce qu'il faut savoir qu'une telle qualité de karité, vous mettez sur une plaie même fraîche, la peau, elle se reconstitue rapidement, et il n'y a pas de croûte, Aïssa. Parce qu'ici, quand ils opèrent les gens, peut-être que dans plein d'autres pays, c'est comme ça, ils attendent que la plaie se referme. Parce qu'avec les crèmes, vu qu'il y a des conservateurs, il y a des médecins qui m'ont expliqué qu'ils ont peur d'appliquer pour pas que ça infecte. Donc, ils attendent que la plaie se referme. Mon karité, tu peux mettre sur une plaie fraîche et ils en ont fait l'expérience et ils ont vu le résultat. Oui, Big Pharma, je vous attends. Je peux me défendre. Moi, en tout cas, est-ce que tu peux rapidement nous montrer les pots? Il nous reste que 4 petites minutes qu'on puisse... Alors, ça, c'est la base. C'est le karité, maman, ça, vous voyez, c'est bien écrit en soins et alimentaires. Donc, quand c'est écrit, c'est que c'est officiel. Il y a eu tout ce qu'il faut. Là, il y a l'INKI. En fait, il y a de toute façon tout ce qu'il faut au niveau réglementaire. Ça, c'est la partie. C'est celui qu'on met sur la peau. En fait, comme je dis souvent, de la tête aux pieds. Et c'est le même pour la partie alimentaire. Une petite noisette dans ta tisane. Ça se cache. Hein. Mais c'est génial, Aïssa. Vraiment, pour le ventre, c'est top. On le donne aux bébés en Afrique, dans les zones où le karité est extrait en alimentaire. On leur donne pour éviter les coliques, par exemple. D'accord. Et là, c'est le monoï, c'est la saison.
De la fleur de tiare, j'ai trouvé cette famille aussi à Tahiti qui extrait leur monoï, comme moi je fais avec mon karité. Et en fait, ça prépare la peau au soleil et l'odeur est juste incroyable. Et là, c'est le chouchou des masseurs réflexologues plantaires. C'est le baume aux 5 huiles précieuses, Golterie Palmarosa. C'est juste de la relaxation magnifique. Et ça, c'est notre chantilly que j'ai appelé Chantilly. Chic chantilly. Avec de l'ilang-ilang, l'orange douce, jojoba, cartane. Pour les massages de couple aussi. C'est génial. C'est ça, c'est pour ça que tu l'as appelé comme ça, que t'es une coquine. Non, mais c'est vrai. En plus, on préserve la santé, tout ça. Donc, c'est que bénéfique. Et notre karité, même si les bébés sucent le doigt, par exemple, une fois qu'on les a amassés, il n'y a pas de problème. Toutes les huiles sont alimentaires et biologiques. Où est-ce qu'on retrouve ces 50 références de cette grande marque Mama Sango Karité Premium avec toutes les possibilités d'utilisation pour le corps, pour les cheveux, pour l'alimentaire, la nutrition, etc. Où est-ce qu'on retrouve tout ça? Est-ce qu'il y a des boutiques où on les vend? Il reste juste 2 petites minutes et le site Internet. Ah voilà, alors là, il y a une grande partie sur le site Internet. Tout n'est pas sur le site Internet parce que sur les salons, il y a toujours des références en plus réservées au salon, en fait. Et après, on a déjà été distribué en pharmacie. Après, j'ai arrêté parce que je veux les former à la phyto et à mes produits. Et comme ça, je pourrais sélectionner les pharmacies qui sont en adéquation avec notre démarche. Non, mais t'es grave. Et on fait les salons en France, Suisse, Belgique, Luxembourg toute l'année. On est à 3 salons en moyenne par mois. En fait, ce que j'aime bien avec toi, c'est pas que le business, c'est qu'il faut qu'il y ait le fond. Une cohérence, ouais. Sinon, c'est la base pour moi. Il faut être cohérent. Bon, voilà, et les Guinéens, si vous êtes à l'écoute aujourd'hui, voilà une des excellentes entrepreneurs de la diaspora, Zénab Barry-Sapin. Merci d'être venue nous raconter ton histoire. Merci à toi. Et si je peux rajouter, le premier week-end du mois de juillet, on est aux Ulysses, dans le grand parc des Ulysses. Il y a une fête là-bas, un festival, et on sera présent. Et également, les Guinéens du côté de la Belgique, rendez-vous au festival Wontanara Festival. Vous avez reçu M. Soso, merci beaucoup. Et le président de Pacte, l'association, l'ONG, pardon, des paroles et des actes. Donc, c'est ce week-end-là, le 28, rendez-vous à Bruxelles pour ce magnifique festival pour 2 causes humanitaires, la création d'une école de 6 classes et l'aménagement d'un forage à Mamou, et l'école, c'est à Koya, en Guinée. Faites vos recherches, Mama Sango, le beurre de karité premium qu'il vous faut absolument. Vous allez tester une fois et vous allez voir, vous allez devenir adepte. Merci beaucoup d'être venu, Zénab Barry-Sapin. À très bientôt sur l'antenne d'Espace TV. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Les matins d'Aïssa sur Espace. Daïssa, de retour avec une invitée de prestige, toujours pour parler de la présence de nos designers et stylistes talentueux ici à Paris, au cœur des Galeries Lafayette. Ça se passe dans l'espace Coupole au 3e étage depuis le 18 juin et jusqu'au 8 juillet prochain. Les stylistes africains sont à l'honneur à travers le pop-up store Africa Now, avec notamment des invités de marque dont on parlait la dernière fois, et la présence d'une des figures emblématiques de la mode sénégalaise et africaine, reconnue pour son talent et son engagement envers le patrimoine culturel africain. Une femme qui a su bâtir une carrière impressionnante, marquée par l'innovation et la promotion des tissus traditionnels. Il s'agit de Collé Ardosso, présente donc dans le cadre de cet événement qui vous attend jusqu'au 8 juillet prochain aux Galeries Lafayette. Bonjour Collé Ardosso. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, on vous accueille avec beaucoup de bonheur. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez toujours eu à cœur de faire en sorte de parler, de promouvoir cette idée de l'industrialisation de nos tissus traditionnels. Ça a été l'un de vos champs de bataille pendant toute votre carrière. Vous nous expliquez pourquoi Collé Ardosso? Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité aussi. Je suis très honorée d'être là ce matin. Et bon, parce que je me dis, il faut qu'on valorise nos produits culturels. Comme par exemple, ce qui est de pain tissé, ce n'est pas seulement le pain tissé, ce n'est pas seulement le produit même, mais industrialiser la mode africaine. Ce n'est pas seulement sénégalaise, mais africaine, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de créativité. Si vous voyez, toutes les lignes que vous voyez dans le monde entier, c'est la ligne africaine.
Quand on voit, il y a des grandes marques maintenant qui font des boubous, tu vois, en soie, qui le vendent. Et je ne veux pas citer des noms, mais ça veut dire qu'on a quand même apporté quelque chose dans la mode. Et qu'on continue à créer. L'Afrique continue à créer. Alors, justement, c'est ces créateurs qui s'inspirent de ces tenues qui viennent d'Afrique et qui les vendent à prix d'or. Et souvent, on a l'impression que le public, même africain, quand il achète un produit de luxe à un certain prix, il est toujours là à dire c'est cher. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe selon vous, selon votre regard, Collé Ardosso? Si je peux dire, la dernière fois quand j'ai exposé, le premier jour, il y a quelqu'un qui est venu, un Européen qui est venu, qui a regardé et qui a regardé nos prix, et qui a regardé le produit, le pain tissé. Il me dit, mais je ne comprends pas. C'est ça le prix parce qu'on met la veste, on met la chemise, on met le boubou, on met tout ensemble. Et il me dit, c'est la pièce qui coûte ça. J'ai dit, non, c'est l'ensemble. Il me dit, mais comment vous en sortez? Il me dit, il y a des gens qui vendent une pièce, il n'y a pas de création, il n'y a rien à 1000 €. Et vous venez vous vendre ça ici. Vous dites que c'est fait à la main. Vous ne vendez même pas votre culture. Tu vois, il m'a presque humilié. Ce qu'il m'a dit, ça m'a choqué parce qu'il m'a dit, vous dites que c'est fait à la main. C'est des artisans qui le font. Et il faut valoriser ce que vous faites. Tu vois. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je lui ai dit que bon, parce que nous, on fait de la création. On cherche pas, on pense pas souvent à l'argent. Tu vois, un créateur ne pense pas à l'argent. Quand on crée, on pense à la création, à faire plaisir aux autres. On pense à réussir à montrer quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire par rapport à nos collections. Mais quand on finit maintenant le produit, c'est là que ça crée un problème. Parce que, comme par exemple, tu fais un vêtement, quand tu crées, tu mets des tissus, tu fais un modèle. Après, quand tu finis, quand tu calcules, effectivement, tu ne peux même pas le vendre. Moi, j'ai des valises et des malles que je ne peux pas vendre chez moi. Tellement que c'est le temps. Le temps, la création, le tissu, la matière première est énorme, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux? On est des créateurs. Il nous faut ce qui nous manque en Afrique. C'est-à-dire, on fait tout. Moi, je suis dans le design. C'est moi qui fais du design, prototype, faire le patronage, faire ceci, faire cela, vendre mon produit. Ça n'existe pas ici. Le créateur doit être le créateur. Il nous faut des personnes qui croient à nous, qui croient à notre mode, qui nous prennent en charge pour vendre notre produit. Donc le problème, le financement. Le financement, l'industrie, parce que pour venir ici, on nous a demandé plus de 100 modèles pour participer. Alors, ça nous a pris 4 mois pour faire 150 modèles. Parce qu'en fait... 4 mois pour faire 150 modèles. Parce que moi, en tout cas, mes produits sont difficiles à... Quand tu fais le pain tissé, tu es obligé de suivre les lignes. Tous les process, c'est du fait main. C'est fait main. D'accord. C'est fait main. Alors, pour ça, c'est-à-dire qu'il nous faut des industries. Des machines? Des machines, bien sûr, mais des usines de fabrique. Oui. Ce n'est pas seulement pour le pain tissé, mais pour d'autres matières. Parce que moi, j'ai du prêt-à-porter, je fais le pain tissé, mais je fais d'autres matières, du lin, d'autres matières pour pouvoir quand même vendre Colesso Ardo. Parce que si c'est seulement le pain tissé, ce n'est pas ça qui va tenir Colesso Ardo. Et d'où vient la problématique? Est-ce qu'elle vient de haut lieu? Est-ce que ça vient de nous-mêmes? Ça vient de... Quel est le problème? Pourquoi on n'arrive pas à trouver ces financements et pourquoi on n'arrive pas à industrialiser toutes ces techniques et toutes ces étapes de la création? Et je pense qu'il faut une croyance. La mode n'est pas valorisée dans nos pays, malheureusement. Tu vois, c'est négligé et c'est ça le problème. Et une fois, je suis allée voir un homme d'affaires très, très riche pour lui montrer un produit, pour lui que moi, je voudrais qu'il m'accompagne, qu'on travaille ensemble. Il me dit, jamais je vais mettre mon argent dans l'industrie de la mode. L'industrie de la mode, c'est rien. Ce que vous gagnez là, c'est quoi? Ça me rapporte quoi? Et c'est pas ça. C'est pas seulement ce qu'on gagne, mais ils ne comprennent pas. Parce que la mode, quand même, il faut se dire que c'est quelque chose de normal et parce que personne ne se lève le matin sans s'habiller. Même avant qu'on mange, on s'habille. Ça veut dire que la mode doit être valorisée. On doit avoir une place exceptionnelle dans la mode en Afrique.
Alors, on le disait, hein, les stylistes africains et sénégalais sont confrontés à des défis importants, notamment en matière de reconnaissance culturelle, d'obstacles logistiques, économiques, d'intégration dans un marché mondial dominé par l'Occident. Alors justement, est-ce que c'est pas frustrant quand on connaît ce génie, quand on connaît toutes ces belles matières premières, tout ce travail? Est-ce que c'est pas frustrant de se dire, euh, on pourrait faire mieux? Ouais. Justement, en tant que styliste reconnu, ça fait des années déjà que vous évoluez dans ce domaine. Est-ce que des moments où vous avez envie de baisser les bras, Collé Ardosso? Souvent, j'ai envie de me dire, mais pourquoi? Je vais me fatiguer, je vais faire comme tout le monde, je vais aller acheter voilà, quelque part, Made in China. venir vendre mes produits. Moi, partout où je vais, les gens aiment, les gens m'entourent, les gens disent que oui, c'est joli, c'est beau, c'est ceci, c'est là, vous avez de l'or, vous avez des diamants, vous avez ceci entre vos mains, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Et une fois, je suis allée aux États-Unis, et je ne pars plus là-bas d'ailleurs, parce que je suis allée là-bas, le premier client, il m'a demandé 1000 modèles par jour. 1000? Oui, 1000 modèles par jour. Et Mais, pour vous, c'est infaisable? non, c'est infaisable, parce que ça, déjà, ce que je fais, c'est faire à la main. C'est des artisans qui le font. Et tu sais, là, il y a des marchés où, quand tu vois même un fil qui pend, on te renvoie tes modèles. Premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas d'usine de fabrique sur place. Et le contrat qu'on avait avec l'AGOA, c'est tout doit être fait au Sénégal. Tu vois? Tout. La matière première, la couture, tout devait se faire en Afrique ou au Sénégal. C'était ça notre truc. Et je ne pouvais pas le faire. Et puis bon, je me suis dit que je me tiens à mes petites trucs. Et ce qui me frustre, c'est que je me dis que il y a une possibilité qui est là, visible. Je ne parle même pas de moi, mais les jeunes créateurs, les jeunes de maintenant au Sénégal, à Abidjan, quand vous allez dans les pays africains, c'est-à-dire la mode est là, la créativité est là, tout est là. C'est-à-dire on crée tous les jours, on fait de la mode tous les jours. Mais, et alors, pour vendre un modèle, pour vendre 2 modèles par semaine, pour vendre 3 modèles par semaine, pour vendre faire des ventes privées quelque part et vendre 10 modèles, et ça... Pour venir ici, je ne peux pas vous dire combien on a dépensé pour participer à ça. Parce qu'on a tout payé. On nous a invités, d'accord, on nous a choisis quand même. Oui. Et ça, c'est quelque chose quand même on reconnaît ça. On remercie Galerie Lafayette et vraiment Valérie qui a initié cette manifestation et Allemand Paris. Mais oui, on a tout payé. C'est-à-dire normalement, c'est 15 000 €. Tu vois? Avec les billets d'avion, on te pose de venir avec 2 personnes. On te dit, bon, parce qu'il faut quand même, pour vendre la marque, il faut des gens qui connaissent la marque. Oui. Tu vois, ça c'est normal. Tu vois, on est là pour 3 semaines. 3 semaines d'hôtel. On n'a pas d'appartement ici. On est en hôtel. Tu vois, on est 3 personnes. Mais pourquoi il n'y a pas un accompagnement de l'État, du ministère de la Culture ou ce genre de choses? Bon, on a quand même l'ADPME qui nous entoure, qui nous accompagne. Bon, l'ADPME nous accompagne. Dans certains domaines. Mais à des paiements, ils nous accompagnent, mais c'est après, tu vois. Tu fais tout, après c'est normal, parce qu'il y a des gens aussi qui disaient que je fais ceci, cela. Après, ils ne faisaient pas la manifestation et ils avaient déjà encaissé l'argent. Et maintenant, on est entouré. Il faut faire la manifestation d'abord et puis on est remboursé 75% de... Est-ce qu'on rentre dans ces frais? Est-ce que c'est non, plus on peut pas. Moi, plus pour la vitrine, en fait? Non, je veux dire juste que c'est Galerie Lafayette quand même. Tu vois, ouais, Collé Ardo, Galerie Lafayette, bon, c'est quand même ça, c'est pas négligeable, c'est quelque chose, vraiment. Et ça nous permet aussi de voir autre chose. Ouais. De dire, comme par exemple, moi, si je dois venir l'année prochaine ou je dois participer à cette manifestation, c'est pas les mêmes modèles que je vais faire. Ouais, vous serez parce que j'ai préparé. Voilà, je serai mieux préparée et que parce que moi j'ai montré la collection Collé Ardo, j'ai montré les pains tissés, ce qu'on connaît de moi, c'est ça que j'ai montré. Mais commercialement, c'est pas faisable là, tu vois, parce que c'est pas le moment déjà, parce que là on est en été, premièrement, et il y a les soldes qui vont venir qui ont commencé déjà là-bas. Alors, il fallait tout ça là, il faut qu'on le mette en place et qu'on se prépare à ça. On n'est pas préparé à ça. Alors justement, la question que je me pose, moi, en tant que Sénégalaise de la diaspora, est-ce qu'on trouve du Collé Ardosso quelque part dans une boutique ici à Paris ou dans une grande ville de France, ou est-ce qu'on est obligé de venir au Sénégal pour porter se procurer vos vêtements Collé Ardosso?
Au début, j'avais des gens qui vendaient Colesso Ardo à Paris. Mais vous savez, c'était compliqué parce que c'était des dépôts-ventes. D'accord. Les dépôts-ventes, bon, le commencement, ça peut être intéressant, on t'envoie l'argent, mais après, tu vois, il y avait des problèmes de trucs comme ça, tu vois. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'ai préféré vendre mes marques au Sénégal. Comme ça, les gens qui veulent acheter, maintenant, surtout maintenant, on peut envoyer des modèles de colère. Donc, quand on veut quelque chose, on peut l'acheter, on vous l'envoie directement. Via Internet, notamment. Voilà, vous vendez beaucoup à l'international via Internet? À l'international, en Afrique, oui. Le marché africain, oui. Mais en Europe, bon, j'ai des clientèles qui viennent. J'ai des clients qui viennent chaque année, ou bien quand ils ont des événements, ils nous appellent, on fait les modèles et on les envoie. Alors, Kole Ardo Sow, vous êtes diplômé de l'Institut de coupe et de haute couture de Paris. Oui. Avant de créer votre marque, vous avez travaillé comme mannequin jusqu'en 82. C'est en 83 que vous décidez de lancer votre marque à Dakar, marquant ainsi le début de cette aventure dans le monde de la mode. Vous avez également fait un travail de recherche sur les tissus africains avant de vous intéresser à ces pagnes traditionnels. Le pagne tissé, c'est votre marque de fabrique. Vous êtes d'ailleurs surnommée la reine du pagne tissé. Alors pourquoi cet attrait, ce goût, cet amour pour le pagne tissé, Kole Ardo Sow? Bon, pour ça, je pense que c'est par ma grand-mère déjà. Parce que quand je venais à Paris pour la première fois, parce que j'ai vécu à Paris pendant 10 ans, quand même 12 ans, et quand je venais pour la première année, elle m'avait donné le pagne tissé. Elle m'avait offert un pagne tissé pour amener chez moi. Mais j'ai fait une université avec. J'avais fait une université avec, déjà. Et après ça, je voyais comment elle se fatiguait. Elle faisait des pagnes qu'elle offrait à la famille, c'est-à-dire tout ça. Et c'est elle qui faisait les pagnes. Mais ce qui m'a amené à ça, surtout, c'est que une fois, je suis venue à Paris. Quand j'ai débuté, je suis venue à Paris à un salon et j'avais pris des tissus, des wax qui se faisaient au Sénégal. Il y avait une usine de wax qui était la Sotiba. J'avais pris ces tissus-là, j'avais fait ma collection. Et quand j'ai fait ma collection, je suis arrivée à Paris, j'ai eu des commandes. Tu vois, le wax, j'avais commencé déjà les wax il y a longtemps. J'ai eu des commandes. Et quand je suis retournée au Sénégal, l'usine m'a dit que non, je ne peux pas vous donner le tissu, je ne peux pas le vendre parce que le tissu, c'est quelqu'un qui l'avait commandé. Je vous ai donné les restes du tissu. Tu vois, pour faire votre collection, je ne savais pas que ça allait avoir des commandes et où ça allait intéresser à des gens. Quand j'ai fait ma première collection à Dakar, j'ai fait de la soie parce que là où je travaillais à Paris, je travaillais avec la maison Bridal et faisait que de la soie. Mais j'ai une bonne amie qui m'a offert un pagne et que j'avais pris de la taffetas de soie. J'ai fait un modèle taille basse, tu vois, avec les grandes manches, une ceinture, tu vois, mélanger l'Afrique et l'Europe, des trucs comme ça. Et tout le monde parlait de oui, qu'il y a une styliste qui est venue de Paris, elle a fait un modèle de pagne tissé, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais ça m'a pas fait tilt. Tu vois, j'ai fait le modèle, ça a plu aux gens, j'ai fait des modèles, j'ai vendu, mais je continue à faire ma soie. Et quand je suis allée à Paris maintenant pour la collection, je ne voulais pas faire de la soie, je voulais montrer le traditionnel, le made in Afrique. Oui. C'est pour ça que j'ai fait des wax. Et quand j'ai eu le commande et que ça n'a pas marché, et maintenant j'ai dit maintenant, il faut que moi je puisse fabriquer des tissus. Mes tissus, c'est là que j'ai commencé à faire les pagnes tissées. J'ai commencé, ça m'a pris 6 mois pour adapter déjà le pagne aux vêtements. Surtout que c'est épais quand même. Ouais, c'était épais. Au début, tu sais, c'était des bandes de 20, 22, 16, c'était des petites bandes. Ouais. Tu vois? Moi, après, j'ai dit, bon, non, il faut que j'essaye d'avoir au moins 70 cm pour pouvoir faire quand même un vêtement. Et pendant 6 mois, j'ai travaillé avec les tisseurs. C'était compliqué, on a perdu beaucoup de trucs, mais on a réussi. Et après, j'ai eu le marché africain, le marché de Air Afrique, tu vois, pour faire les tenues d'hôtesse d'Air Afrique à l'époque. Et j'avais fait le logo d'Air Afrique avec les pagnes tissées. Et j'ai un grand journaliste, Ambroise Gomis, Moïse Ambroise Gomis, vous le connaissez, tu vois, qui nous a beaucoup accompagnés, qui a accompagné tous les artistes du Sénégal, les chanteurs, les Youssou N'Dour, tout le monde. C'est-à-dire, il était dans la mode, il était dans la musique, il était partout. C'est lui qui m'a appelée la reine du pagne tissé.
C'est lui qui m'a appelé, qui m'a donné ce nom-là, tu vois. Et après, moi, je continue maintenant à faire. Maintenant, le pain tissé, vous voyez, c'est international. Tout le monde fait du pain tissé. Et parce que c'est à nous. Le pain tissé, c'est africain, c'est à nous. Et qu'il fallait qu'on puisse faire quelque chose avec, tu vois. Maintenant, ce qui est difficile maintenant, c'est industrialiser le pain tissé. Et combien justement ça prend de temps pour fabriquer un pain tissé? Quel est le travail des tisserands, qu'on puisse comprendre un petit peu la méthode de fabrication de ce pain qui est fait à la main, en fait? C'est-à-dire l'uni, comme ça, celui-là que je porte, ils font 3 mètres par jour. 3 mètres par jour. Si c'est ça, c'est le motif. C'est incroyable. Mais si c'est l'uni, il peut faire plus. Mais 3 mètres, c'est sûr que 3 mètres par jour, ils peuvent le faire. 2 mètres 50, 3 mètres par jour, ils peuvent le faire. Vraiment, parce que c'est des motifs. C'est pas 2 personnes. Tu vois. D'où l'importance d'industrialiser, d'essayer de trouver des techniques pour aller plus vite, parce que franchement, faire juste 3 mètres en une journée, c'est incroyable. Et former, il faut former. Et je me dis qu'il faut former les gens dans ça. C'est-à-dire, avant, il n'y a que les hommes qui tissaient. Oui. Il faut qu'on forme les femmes aussi. Parce que quand vous allez au Burkina Faso, dans d'autres pays africains, c'est les femmes qui tissent. Au Burkina, c'est les femmes qui tissent. Comment casser certaines croyances? Parce que je pense que c'est dû aux croyances. C'est comme pour le Bogolan. Il y a une partie qui est faite par les hommes, une autre par les femmes. Et les femmes sont interdites, en fait, de s'occuper d'une certaine partie. Mais maintenant, je pense que ça va changer parce que c'est un métier. Avant, peut-être, c'était les mandiaks qui ne sont pas des... les mandiaks... c'est les hommes qui tissent. Mais je veux dire qu'il faut que ça change. Il faut qu'on apprenne aux femmes de tisser. Le monde a changé, tu vois. Et il faut si on veut industrialiser, si on veut vraiment que le pain soit international, qu'on puisse le vendre partout dans le monde, il faut qu'on industrialise. Alors, ça serait peut-être l'occasion de chouchouter aux oreilles des premières dames que vous habillez, puisque vous êtes reconnue également, Collé Ardosso, je me le permets, hein, excusez-moi. Votre travail est reconnu au plus haut niveau, notamment par les premières dames. Alors, comment percevez-vous cette reconnaissance et est-ce que c'est une fierté d'être appelée par une première dame qui vous dit « j'aimerais que tu m'habilles » ? Oui, vous savez, oui, ça fait plaisir, bien sûr, parce que quand vous habillez une première dame, c'est un choix, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Tu vois, si on vous a choisi, vous, vraiment, ça vous fait plaisir, parce que c'est un choix personnel de la première dame, des premières dames. Et oui, ça me fait plaisir, ça me permet de m'améliorer, parce que quand une première dame vous dit « habillez-moi », tu vois, c'est pas... Il y a une réflexion à faire, il y a des créations à faire. Parce que vous ne pouvez pas se tromper. Il faut que cette personne se reconnaisse dans ce que vous avez fait, tu vois. Et moi, je pense que c'est un honneur pour nous. Et ce n'est pas l'occasion, justement, de chuchoter à leurs oreilles, parce qu'on sait très bien que les premières femmes, derrière un grand homme, il y a une femme, et que les femmes, elles peuvent peut-être influencer leur mari qui tiennent les rênes de l'État. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, de leur glisser ces problématiques aux oreilles? Mais je pense qu'ils le savent. Hein. Ils le savent, on leur parle. Hein. On leur parle, bon... les premières dames changent souvent, mais comme par exemple, j'étais très, très proche de Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, tu vois, et Mme Viviane Wade. Et on en a parlé souvent, surtout que Mme Viviane, elle était tellement attachée à ça parce qu'elle-même, elle aidait les jeunes femmes qui faisaient de la broderie de la main, tu vois. D'accord. Elle faisait des nappes de table qu'elle offrait, elle faisait des draps avant même qu'elle soit première dame. Elle était dans ça. Elle connaît l'artisanat, elle connaît tout ce qu'on... Tu vois, même elle ne comprenait pas pourquoi on n'avançait pas dans ça, tu vois. Mais je pense que ce n'est pas seulement l'État qui doit être là. On doit avoir d'autres personnes qui croient à la marque. Parce que quand on voit ici, en Europe, ce n'est pas l'État seulement qui met de l'argent. Vous voyez des hommes d'affaires, des personnes qui croient à la mode, qui mettent leur argent dedans. Tu vois? Nous, on n'a pas cette chance-là. Et quand on fait des manifestations, vendre Colesso Ardo, accompagner les créateurs africains, pas seulement Colesso Ardo, mais d'autres personnes, d'autres jeunes talents qui sont là. Il faut de toute façon, la créativité est là, on est là, mais si on n'a pas de bailleurs derrière nous, c'est ça va, on restera toujours au même endroit. Alors, vous avez récemment célébré 40 ans de carrière. Quels sont les moments marquants qui ont jalonné votre parcours, Colesso Ardo? Bon,
c'est-à-dire de pouvoir quand même faire plaisir aux personnes. C'est-à-dire quand quelqu'un porte un modèle de Colesso Ardo, que ce soit les premières dames, que ce soit d'autres personnes, ça fait toujours plaisir, premièrement. Ce qui marque mon truc, c'est pendant les 20 ans de la marque Colesso Ardo, et que je suis allée voir le président Wade, et je lui ai parlé du projet, et qu'il m'a dit qu'il m'accompagnait. Et c'était juste un anniversaire, hein. Ce n'était pas après continuer à faire des défilés tous les ans. Et après, il est venu lui-même. Il est venu lui-même avec son gouvernement. Tout le monde était là. Et quand on a fini l'événement, j'avais invité tous les créateurs africains. On était 40 créateurs à participer aux 40 ans. Et après, c'est Pathéo qui m'a appelé au téléphone, qui m'a dit, Collé, il m'a dit, l'anniversaire, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Parce que quand même, on a un président qui croit en nous. Parce qu'en général, les gens organisent et ils nous invitent, ils nous disent, venez animer notre soirée. Oui. Tandis que cette fois-ci, c'est nous qui avons organisé et eux-mêmes, ils se sont déplacés pour venir. D'accord. Il ne faut pas arrêter. Je dis, oh, Pathé, attends, je suis tellement fatiguée. Il m'a dit, non, réfléchis. C'est une réflexion, réfléchis. C'est après, on a fait ça pendant 12 ans. Chaque année, chaque année, le président Wade était là. Chaque année, il était dans les soirées. Chaque année, il était là, présent. Tu vois. Et ça nous a boosté déjà. Et la mode a commencé vraiment à être reconnue en Afrique. Oui. Et même, il y a d'autres présidents qui m'ont appelé pour me dire, est-ce que vous ne voulez pas organiser la même chose dans nos pays? Tu vois, tellement que vraiment, ça va donner un impact exceptionnel. Mais après, bon, j'ai arrêté pendant quelques années. Je ne pouvais pas continuer tout le temps. Parce que quand on fait cette manifestation, on commence 6 mois à l'avance pour le préparer. Ça prend du temps. Et dans mon travail, ça me bloquait un peu. Je n'arrivais pas à avancer. J'ai arrêté. Et on a repris ça pendant les 40 ans. Et je pense que peut-être cette année, on va faire aussi une manifestation au mois de décembre. On est en train de voir comment on peut faire pour qu'on se réunisse. Parce qu'il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, que ce soit partout en Afrique. Et à un moment donné, j'avais dit même aux créateurs, ce qu'on va faire un truc. Tous les créateurs africains, on va aller tous voir nos présidents en groupe pour leur dire qu'on a besoin de ça. On a besoin d'une unité de confession, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, que ce soit partout, que l'Afrique ait une unité de confection. Tu vois? Et vraiment, c'est ça qu'on nous bloque. Ça nous bloque. On est obligé d'aller dans d'autres pays pour faire nos modèles. Quand tu vas aller, peut-être ça te prend beaucoup de temps. Il y a des pays où il faut faire 8 heures, 9 heures de temps. Il y a d'autres pays où il faut ceci. Et après, quand des grands créateurs internationaux prennent nos créations, on est là à se plaindre. Oui, regardez, ils nous ont volé ci, ils nous ont volé ça. Voilà, c'est ça. Et surtout que c'est eux qui volent. Moi, je pense que vraiment, la création africaine, ça, on n'a pas besoin de prendre qui que ce soit parce que c'est full. On est plein dans la créativité. Maintenant, ce qui reste, c'est industrialiser et pouvoir vendre. C'est ça. Et justement, Collé Ardosso, est-ce que vous avez envie également d'ouvrir une école, par exemple, de stylisme, de couture pour pouvoir transmettre à ces jeunes générations et aux créateurs de demain? Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est d'ouvrir une école de formation des métiers de la mode. Oui. Pas du stylisme, seulement. Des métiers de la mode. Parce qu'on a besoin d'ouvriers professionnels. Et on ne l'a pas aussi en Afrique. Toutes les personnes qui travaillent dans nos ateliers, c'est nous-mêmes qui les formons. On les forme. Et après, il y a plein de métiers autour de... Oui, moi, quand j'ai catalogué tous les métiers qu'on a besoin dans la mode, c'est 40 et quelques métiers dans la mode. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. 40 et quelques. Commencer par le repassage. Même pour repasser un vêtement, même les domestiques, on doit les former à repasser un vêtement. Parce que tu vois quelqu'un qui repasse la chemise et la chemise a un trait ici. Ça ne doit pas avoir de trait là. C'est-à-dire la formation doit être faite, tu vois, à tous les niveaux. Et vous y pensez? Et je pense. Et j'avais une autorisation depuis, ça date de 15 ans, 20 ans, mais je vais le reprendre. Parce que cette école-là, il faut qu'on l'ouvre. Des métiers de la mode. C'est 6 mois de formation. Ça va? 6 mois de formation. Parce que 6 mois, quand tu donnes à quelqu'un une formation de 6 mois où il fait que la même chose pendant 6 mois,
je pense qu'il peut réussir dans ça. Surtout aujourd'hui, avec la digitalisation, on pourrait même éventuellement voir des cours à distance. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être possibles. En tout cas, et puis comme vous avez des connexions avec des grands comme Patéo du côté de la Côte d'Ivoire, ce serait peut-être l'occasion de vous mettre ensemble pour... c'est ça, c'est nos pensées. On pense beaucoup à ça, mais c'est le temps qui nous manque. On ne peut pas tout faire en même temps, mais il faut le faire. C'est un besoin. C'est un besoin, il faut le faire. Et ce que je voulais faire aussi de plus, c'est d'ouvrir des écoles de formation dans les Dara. Oui. Comme Tuawon, Djurbel, Touba, des trucs comme ça. Ouvrir des écoles de formation. C'est-à-dire les talibés, quand ils apprennent le matin, il faut que j'aille discuter avec les marabouts pour leur dire qu'il faut qu'on forme des gens dans ça. Ils peuvent même faire leurs habits, leurs blouses. Tu vois, il faut travailler, faire les draps. Tu vois, tout ça, ça peut se faire. Et que là, c'est mon envie depuis plus de 5 ans, je suis en train de penser à ça, mais il faut que je le fasse avant. Il faut que je commence à m'y mettre, vraiment. Inch'Allah. Il faut que je commence à m'y mettre. Alors, vous êtes jusqu'au 8 juillet, on le rappelle, c'est l'actualité au Pop-Up Store Africa Now. C'est maintenant. Il faut vous y rendre nombreux pour aller découvrir toutes ces belles créations, ces beaux créateurs inspirants, ces designers qui font la beauté, la fierté de l'Afrique. Ça se passe aux Galeries Lafayette, c'est au 3e étage, coupole. Donc allez-y nombreux, c'est toute la journée. Vous pourrez sûrement y rencontrer Madame Collé Ardosso qui sera également présente. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure aux personnes qui nous regardent aujourd'hui sur Espace TV Europe, Madame Collé Ardosso? Déjà, je vous remercie vraiment de m'avoir invité. Merci beaucoup. Voilà, comme elle a dit, il faut venir. On est à Paris, on est à la Galerie Lafayette. C'est pour vous. Et que, venez voir ce que l'Afrique sait faire dans la mode là. Et ça nous permettra de vous voir, de discuter. Et on attend vos conseils. On veut que vous venez. Je pense que ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir. Et on a un défilé aussi le 26 là. Le 26 ? Oui, on a un défilé. Le 26 juin, défilé à ne pas manquer, c'est ce week-end. Ouais. Ah non, c'est dans 3 jours. Oui, c'est ça. C'est jeudi. Oui, c'est jeudi. Merci beaucoup d'être venu. À très bientôt. Bon vent à vous. Non, c'est pas dans 3 jours, mais dans un jour. C'est demain, le 26. Donc, pour le défilé, n'hésitez pas à aller sur Internet pour en savoir un petit peu plus sur Africa Now. Les stylistes africains sont aux Galeries Lafayette. Donc, ça dure encore quelques jours jusqu'au 8 juillet prochain. Donc, vous aurez le temps pour vous y rendre. N'hésitez surtout pas pour aller encourager la créativité, le design, la mode africaine. C'est important d'être également présent. Voilà, on a passé un super moment comme d'habitude avec de super invités, de belles histoires à raconter. La suite demain, à la même heure, 10h midi dans les matins d'Aïssa sur Espace TV Europe. Donc le nouveau lien de la diaspora, ce sera l'avant-dernière, avant la dernière de la saison. On se retrouve donc demain et vendredi pour la dernière avec de belles surprises vendredi. Soyez au rendez-vous. Des bisous partout. Bonne journée à tous. À demain sur Espace TV Europe. Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe.